Nous allons commencer la journée. Il y a des personnes qui ne sont pas encore rentrées, mais tant pis. On est dans du direct et surtout, la personne qui va commencer le premier débat nous attend. Il est déjà, lui, connecté. Donc, nous allons poursuivre cet après-midi par autre chose encore, la douleur toujours autrement. Et on va parler des techniques neurocomportementales. Pour ça, j'appelle à la barre le docteur Sylvia Morard, que beaucoup d'entre vous connaissent. Voilà Sylvia, et Sylvia va modérer cette session où on va parler de différentes façons de gérer aussi la douleur. Avant que Nicolas n'intervienne, alors elle rentre dans la salle et je lui demande de faire une ovation. C'est Célia Crétol, qui est donc animatrice de la filière Neurosphinx, avec laquelle on travaille beaucoup. Et donc, merci Célia. Il y a des places devant, là. Hein. Ouais. Et donc, je passe la parole à Sylvia Morard qui va appeler les intervenants. Bonjour à tous. Donc, en premier, nous allons recevoir monsieur le professeur Nicolas Authier, qui est président de la Fondation Institut Analgésien de Clermont-Ferrand, qui a fait un énorme travail, je vous le montre parce que je l'ai reçu, de mise en place une application et des outils numériques concernant la douleur, et pas seulement la douleur, ce qui est très important, la composante émotionnelle de la douleur et le vécu de ces deux composantes, physiques et émotionnelles, en même temps, avec une prise en charge extrêmement complexe, et je vous recommande son travail avant qu'on l'écoute. Nous vous écoutons, monsieur le professeur. Je vais donc vous parler un peu de cette question de la santé numérique et même des thérapeutiques numériques dans la douleur chronique. Alors, je vais passer les diapos, voilà. Alors tout d'abord, juste pour qu'on soit bien d'accord et que l'on parle bien tous de la même chose, il y a un acronyme qui est souvent utilisé pour parler de cela, ça s'appelle DTX, et en réalité, c'est dispositifs thérapeutiques numériques, pour le dire en français, sont normalement des traitements qui sont scientifiquement validés. Alors, en tout cas, l'aboutissement d'un DTX, c'est un traitement, et donc ça doit être scientifiquement validé. Alors, sous la forme de solutions numériques, généralement disponibles sur des smartphones, des tablettes, et parfois avec une interface soignant sur ordinateur. C'est ce que nous développons, nous, à la Fondation Analgésien, et l'objectif, c'est d'aider à gérer, à traiter, à prévenir des symptômes, des répercussions en lien avec une maladie. Alors, ces thérapeutiques sont soit associées à des traitements conventionnels, pharmacologiques, soit peuvent venir parfois en remplacement si ces traitements conventionnels ne fonctionnent pas. Et ça peut très bien être des traitements qui viennent s'additionner, qui viennent en complément et qui vont apporter normalement des solutions complémentaires à ce qui n'est pas apporté par le médicament. Alors bien sûr, ces thérapeutiques numériques, elles s'adressent surtout à des pathologies comme la douleur chronique, où les questions de comportement, les questions cognitives, les questions émotionnelles sont très présentes. Parce que c'est dans ces domaines-là qu'on va pouvoir provoquer une implication, un changement grâce à des solutions numériques auprès des patients qui peuvent adhérer à ces thérapeutiques. Alors bien sûr, dans la douleur chronique, il y a un besoin. J'ose à peine vous faire l'affront de vous dire quels sont les besoins, mais vous les connaissez. Il y a des problématiques en termes de délai d'accès aux consultations spécialisées de médecins de la douleur. Il y a moins de 3% des patients ayant une douleur chronique qui sont suivis par ces structures de la douleur. Les rendez-vous sont parfois très espacés et donc il se passe beaucoup de choses entre ces rendez-vous et c'est comme pas très simple en fait de faire le point à chaque rendez-vous de ce qui s'est passé dans les 3 derniers mois, dans les 6 derniers mois, et les outils numériques peuvent permettre de collecter des données pendant ces périodes-là et d'avoir des analyses plus fines, aussi bien du côté patient que du côté soignant. On a des traitements pharmacologiques médicamenteux dont le rapport bénéfice-risque est souvent limité dans la douleur chronique. Ça soulage partiellement les douleurs, mais c'est rarement complet et donc
souvent, ce ne sont pas des solutions idéales. Et puis, il y a des risques associés, bien entendu, à ces traitements, notamment des risques de dépendance, mais aussi des risques de troubles cognitifs, par exemple. Il y a un parcours de soins qui n'est pas très bien organisé, et d'ailleurs, les recommandations de la Haute Autorité de Santé en 2023 proposent de mieux organiser ce parcours de soins. Et là aussi, les outils numériques peuvent servir de support à organiser ce parcours de soins. Ça peut permettre aussi d'aider les soignants qui ne sont pas spécialistes du médicament, mais qui sont qui sont pas spécialistes de la douleur, mais qui finalement sont ceux qui s'occupent le plus souvent des patients souffrant de douleur, de les aider dans le diagnostic, dans des prises de décision thérapeutiques, peut-être pour aussi demander des avis spécialisés plus facilement lorsqu'on a collecté des données très précises, et donc on a quasiment un dossier informatique médical du patient. Donc ça peut servir à ça, et puis ça sert bien sûr à faire un accompagnement le plus précoce possible. Parce qu'évidemment, travailler sur des approches psychologiques, des approches corporelles, il faut le faire le plus tôt possible, et pas après que les traitements médicamenteux ont échoué ou s'avèrent imparfaits. Donc ça permet un accès plus rapide parfois, qui ne sera pas complet non plus, mais qui permettra aux patients de ne pas juste se focaliser sur des médicaments qui généralement n'apporteront pas toujours la solution. Alors ces thérapies numériques, elles ne visent pas, elles ne cherchent pas à se substituer bien sûr à la relation soignant-soigné. Évidemment, elles ne doivent pas avoir cette prétention-là. On considère que ces thérapies numériques, lorsqu'elles s'avèrent efficaces, elles permettent d'avoir ce qu'on appelle un patient augmenté, mais aussi un soignant augmenté, et donc une relation soignant-soigné qui est augmentée. C'est-à-dire qu'on est meilleur. On est meilleur dans nos propositions thérapeutiques, on est meilleur en tant que patient parce que on connaît mieux sa pathologie, on est plus actif, plus proactif dans les soins. Et donc finalement, ça vient en plus pour amplifier une relation qui existe déjà. Et bien entendu, on ne va pas pouvoir remplacer avec un écran, et heureusement d'ailleurs, l'humanité d'une relation soignant-soigné, l'empathie nécessaire à l'alliance thérapeutique. Donc les algorithmes et l'intelligence artificielle, quand il y en a, ou les algorithmes décisionnels ne sont pas suffisants, bien entendu, pour soulager une douleur chronique, vous le savez déjà. Donc les objectifs de ces thérapeutiques numériques, c'est plus pour s'intéresser aux répercussions en fait de la douleur, plus qu'à la seule douleur elle-même et à sa seule intensité. Bien sûr, si on arrive à apaiser certaines répercussions, le vécu de cette douleur sera différent, mais c'est vraiment la cible principale de ces outils numériques, c'est de travailler sur les répercussions de la douleur. On en redira un mot juste après. Le patient va être acteur de ses soins, acteur de sa santé. Bien sûr, ça demande un investissement plus important que de prendre des médicaments, mais ça s'avère toujours plus efficace pour les patients qui sont en mesure de le faire. Et puis, ça permet de faire des approches proactives et pas juste réactives, c'est-à-dire on n'attend pas d'avoir un symptôme pour le traiter. Les approches psychocorporelles permettent aussi d'anticiper ou en tout cas de réduire l'apparition de certains symptômes, réduire leur fréquence, voire réduire leur intensité. Ça peut servir de support au parcours de soins, je l'ai déjà dit. Ça peut limiter l'errance médicale de certains patients, dont ils ne sont pas responsables, hein, mais voilà, qui sont malheureusement confrontés à des difficultés pour trouver des professionnels de santé assez rapidement. Et puis ça peut donner un accès assez précoce à certains débuts de thérapie qui seront ensuite complétés en allant voir des kinés, des psychologues, etc., des infirmiers. Donc on va traiter le patient dans sa globalité, on va traiter un patient qui souffre de douleur et pas une douleur. Il faut quand même prendre en compte certains points importants dans la santé numérique, et notamment la sécurisation des échanges et des stockages de données, même si c'est pas ce qui va intéresser prioritairement le patient ni le soignant, mais il faut qu'on puisse garantir aux soignants et aux patients que ces données seront sécurisées, là où elles sont entreposées, évidemment. Et ça, c'est important pour que les patients adhèrent et aient confiance en ces outils. L'avantage du numérique aussi, c'est que contrairement à un médicament, on peut le faire évoluer. Ça veut dire qu'on peut
2 ans, 3 ans après, enrichir la solution numérique. Il faudra de nouveau la valider scientifiquement, bien entendu, mais c'est quand même un avantage et ça peut se faire assez rapidement, contrairement à changer un médicament, contrairement à la découverte d'un nouveau médicament. Vous savez, dans la douleur, on est quand même dans une situation depuis une cinquantaine d'années de pénurie totale d'innovation pharmacologique. Donc il y a un vrai challenge qui est de permettre aux patients d'adhérer et d'adopter ces solutions numériques en complément des autres thérapeutiques et de les garder aussi dans ces solutions numériques. Donc c'est la rétention du patient, mais c'est finalement pas très différent de l'observance parfois médicamenteuse qui n'est pas toujours parfaite, et notamment liée au fait que les médicaments ne sont pas toujours bien tolérés ou ne fonctionnent pas toujours très bien. Donc il faut qu'il y ait des bénéfices, évidemment. Hein. On ne suit pas un outil numérique si on n'en tire pas un bénéfice. Ça va de soi. Pour la douleur, il y a beaucoup de choses sur cette diapo, mais ça reprend un peu ce que je viens de dire. Spécifiquement pour la douleur, il y a plusieurs dimensions que l'on est capable d'intégrer dans des outils numériques. Tout ce qui concerne les états émotionnels, le sommeil, le confort corporel, la qualité de vie, on peut travailler sur des outils numérisés. On peut numériser certains outils. Alors, ils ne seront pas complets. Je le redis, on ne va pas remplacer le psychologue, on ne va pas remplacer l'assistante sociale, on ne va pas remplacer le kiné. C'est pas l'objectif. C'est de venir en plus et peut-être justement de venir s'insérer entre les différentes séances avec ces professionnels de santé. Et puis, évidemment, il y a les antalgiques, on l'a dit, hein, mais il n'y a pas que les antalgiques, et donc il y a d'autres stratégies qui sont utilisées et qu'on utilise de façon courante dans les structures douleurs chroniques, malheureusement difficilement accessibles, mais quand on fait de l'éducation thérapeutique, quand on fait de la réadaptation à l'effort, de la remise en mouvement, de l'hypnose, ou quand on apprend l'auto-hypnose, ou la méditation en pleine conscience, etc., ou des thérapies de changement, d'acceptation et d'engagement, pardon, eh bien, on peut arriver à faire ça dans des outils numériques. Et donc, ça permet à des patients qui n'ont pas encore eu accès à des structures de douleurs chroniques, qui sont déjà suivis par leur médecin généraliste, de commencer à avoir accès à ces thérapeutiques. Je vous donne quelques exemples, et après nous pourrons discuter de ce qu'on a commencé à faire avec la Fondation Analgesia. Ce sont des projets qui sont financés par différents mécènes, y compris des financements européens importants. Tout d'abord, un premier projet qui est actuellement, et peut-être certains ou certaines d'entre vous l'utilisent, qui est actuellement testé par des patients, c'est le projet Apésia, qui est un projet en fonctionnement autonome, donc qui ne mobilise pas directement un médecin ou un autre professionnel de santé. Le patient a en autonomie une sorte de coach digital qui va l'accompagner avec des parcours centrés sur des approches psychocorporelles. En plus de cette approche sur écran numérique, il y aura un carnet de suivi papier pour accompagner le programme proposé aux patients. Donc c'est une appli qui est, on dit gamifiée, parce que il faut quand même que les patients, au-delà des bénéfices, puissent trouver un côté qui leur donne envie de revenir sur cette application. C'est une bulle aquatique, voilà, à partir de laquelle on va décliner tout un programme psychocorporel d'accompagnement des patients en fonction. Il y a plusieurs programmes. Il n'y a pas d'intelligence artificielle parce que c'est pas auto-apprenant, mais il y a des algorithmes décisionnels qui vont permettre d'orienter les patients aussi en fonction de ce qu'ils renseignent eux-mêmes dans l'application. Vous avez, voilà, c'est des captures d'écran, hein, c'est pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler, mais il y a plus de 200 activités différentes qui ont été programmées, qui sont dans 9 parcours différents et qui vont essayer de répondre à différents profils de patients, différents profils de douleurs et surtout différents types de répercussions de cette douleur. Et puis il y a le cahier d'exercice qui permet de noter les choses et de se souvenir, de revenir dessus, d'avoir des mémos, parce que finalement l'objectif de ces applis, c'est pas forcément d'être utilisé pendant des années ou des mois, c'est que le patient devienne plus autonome et plus en compétence pour gérer et appréhender certaines répercussions de la douleur. Il y a des boutons avec des besoins d'aide, il y a quelques parties un peu gamifiées avec quelques jeux qui permettent d'ouvrir de nouvelles capsules.
Voilà, ça c'est un coach digital. C'est pas un dispositif thérapeutique au sens validé scientifiquement, parce que pour l'instant, ça n'a pas été validé scientifiquement, donc je le précise bien. On va arriver ensuite, vous allez voir, sur un autre dispositif qui, lui, aura vocation à être validé et qui s'inspire d'Apésia. Donc actuellement, il est en test par plusieurs patients qui sont dans différentes associations de patients concernés par la douleur chronique. Un deuxième outil qu'on a développé, ça s'appelle l'outil IDOL. Il est pour l'instant uniquement dans les structures douleurs chroniques. Et c'est un outil qui a permis de constituer une cohorte de patients souffrant de douleurs chroniques. Le patient est connecté, le médecin est connecté sur son ordinateur, et puis il y a un entrepôt de données qui permet aux chercheurs d'aller faire de la recherche, voilà, et d'analyser les données. Donc là, on a un deuxième écran, c'est celui soignant qui apparaît. On a lancé ce projet, vous voyez, en 2017. Il y a eu une étude d'acceptabilité qui a été réalisée, qui a été publiée. On en est à la version 3 de cet outil IDOL, en centre de la douleur, qui commence à être un outil avec des modules thérapeutiques. Et on a commencé par de l'éducation thérapeutique et on va compléter avec différents modules supplémentaires. Pourquoi ? Parce que les patients, ils veulent bien participer à des cohortes, mais il faut qu'ils en tirent un bénéfice. Et donc, le seul fait de participer à la cohorte n'est pas suffisant pour avoir envie de continuer à renseigner régulièrement, notamment en vie réelle, des données concernant leur santé. Voilà ici quelques captures d'écran de ce qu'un patient peut voir sur son écran. Il peut suivre des différents baromètres sur le sommeil, l'humeur, l'activité. Il peut localiser sa douleur et faire varier l'intensité de la localisation de sa douleur en fonction, par exemple, des thérapeutiques qui sont proposées. Et ça permet au médecin en face, lorsqu'il le revoit, d'avoir une évaluation beaucoup plus fine, beaucoup plus précise de ce qui s'est passé, même s'il ne l'a pas revu pendant 3 mois. Il y a des contenus éducatifs et notamment d'éducation thérapeutique qui ont déjà été intégrés dans cette version IDOL. Ça, c'est l'écran du médecin qui lui permet de voir différentes évolutions concernant les dimensions psychiques et corporelles de la douleur du patient. Donc le médecin, son avantage, c'est qu'il a une synthèse qui lui est préparée automatiquement et ça lui permet, on va dire, de très rapidement en un écran, de voir l'état de santé de son patient, de voir comment ça a évolué, et ça lui permet d'emblée d'entrer dans la discussion thérapeutique. Alors, on a fait cette cohorte, on l'a dit, c'est une cohorte de plus de 1800 patients, qui pour l'instant n'est pas une cohorte à visée forcément thérapeutique, elle est plus à visée de recherche, mais quand l'outil évoluera, il y aura une dimension thérapeutique dans cette cohorte. Je passe, ça, ce sont les résultats de la cohorte au bout de 2 ans où on avait inclus 1800 patients auprès de plus de 20 centres de la douleur en France. Et puis enfin, le troisième outil sur lequel on est en train de travailler, qui est en fait une évolution des 2 précédents, mais qui s'appelle Colibri. Lui, ça va être le véritable, en tout cas on l'espère, dispositif thérapeutique numérique. C'est-à-dire que c'est un outil qui a obtenu un marquage CE et qui va devoir faire la preuve scientifique de son efficacité sur les répercussions de la douleur. Donc on va faire des essais cliniques. Il y a 2 essais cliniques qui sont en cours de programmation, qui sont déjà financés et qui vont permettre de voir si cet outil permet d'avoir un bénéfice pour le patient. Et dans ce cas-là, si on arrive à démontrer que cet outil a un bénéfice pour le patient, avec une interface patient que vous voyez sur la photo et toujours une interface soignant, alors on tient à ce qu'il y ait cette interface soignant, eh bien, on pourra prétendre demander un remboursement de cet outil à la Haute Autorité de Santé. Et donc, c'est un outil qui serait prescrit, comme n'importe quel thérapeutique, comme du TENS, par exemple, voilà, et qui serait remboursé et pris en charge pour les patients. Donc, l'avantage de développer un outil comme ça, c'est que c'est un peu plus rapide que de développer un médicament, vous imaginez bien. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas les résultats, donc je ne peux pas vous les présenter ni vous garantir qu'on aura un remboursement. Et c'est l'évolution de ces outils numériques. Et puis enfin, pour terminer, ça, ce sont des projets numériques, juste pour vous dire jusqu'où on peut aller encore. C'est-à-dire que, adossé à ces dispositifs numériques, on peut venir greffer ensuite plein de modules différents, complémentaires, et notamment des modules sur l'hypnose, qui travaillent sur l'auto-hypnose notamment, ou des modules qui travaillent sur le mouvement pour aller, lutter contre la kinésiophobie, qui est assez fréquente chez les patients qui souffrent
de douleurs chroniques. Donc ces outils sont très évolutifs. Il va d'abord falloir en valider un, et puis ensuite on pourra venir greffer pas mal de modules qui seront utilisés, par exemple chez un kiné, par exemple, pourquoi pas chez un psychothérapeute, en support d'apprentissage de l'auto-hypnose. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez pu m'entendre malgré ma voix défaillante. Merci beaucoup, professeur Autier, de votre intervention qui est très intéressante. Je pense que les patients, surtout présents dans cette salle, ont compris combien c'est utile dans la vie de tous les jours dans douleur chronique, vos applications, notamment la première pour une utilisation personnelle. Est-ce que par exemple, la première, j'ai une seule question, après je laisse la salle poser ces questions. Est-ce que cette application qui peut être utilisée par le patient seul, la première par exemple, elle est payante ou combien? Alors, pour l'instant, elle est en test. Pour l'instant, elle est en test. Bien sûr, ça a un coût de développer ces outils. Le coût a été... on a absorbé, la fondation lève des fonds pour cela. Donc, ensuite, il y a un coût qui est minime, qui permet l'entretien, le fonctionnement de cette... et pour l'instant, on n'a pas encore totalement développé le business model. Oui, ça aura un coût, mais si ça a un coût, ça aura un coût minime de quelques euros, probablement par mois, sachant que c'est un programme qui se peut faire en 3 à 4 mois en général. Donc c'est très onéreux, sauf si on trouve un mécène qui permet de le mettre à disposition évidemment de tous les patients de façon gratuite. Oui. Pour l'instant, il est en test, donc il est gratuit pour les testeurs, évidemment. Mais notre objectif, c'est que ces outils soient accessibles. On est une fondation, on n'a pas vocation à faire des bénéfices, évidemment. On a une filiale, pour tout vous dire, on a une filiale de droit privé qui est adossée à la fondation, qui s'appelle Novesia, qui a vocation à développer le fameux outil Colibri. Mais la fondation est l'actionnaire à 100% de Novesia. Donc il n'y a pas de démarche lucrative comme une start-up, comme une société privée qui a besoin, évidemment, de faire des bénéfices. Oui, merci beaucoup. Et l'inclusion des patients actuellement dans votre protocole peut se faire, donc par exemple les patients qui souhaitent, suite à votre intervention, ils peuvent vous contacter, par exemple? Alors, pour l'application Apésia, on passe par les associations de patients. Ce sont les associations de patients qui se sont chargées de proposer à certains de leurs patients. Pour l'outil Colibri, pour lequel il y aura 2 essais cliniques, dont un essai en structure chronique et un primaire. Et bien là, ça sera un essai clinique, donc ça dépendra des régions et on va dire des villes qui participeront aux inclusions. Pour ce qui est de l'application Apésia, on a des coupures, Nicolas. Pour ce qui est de l'application Apésia, il y a un certain nombre de patients de l'APZ qui sont en ce moment en train de tester en fait avec le livre. Il y en a dans la salle d'ailleurs, je crois. Hein. Il y a plusieurs dans la salle là, oui, qui sont en train de tester avec le livre cette application-là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez pensé à un module sur votre application qui permettrait de mettre en relation les patients douloureux selon leur pathologie avec certains thérapeutes? Je pense par exemple à des kinés spécialisés à pas. Parce que c'est assez difficile, par exemple, moi dans mon cas, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un kiné spécialisé en activité physique adaptée. Et ensuite, il y a la question de est-ce qu'il prend des nouveaux patients ou pas. Et ça, en tant que patient, c'est un parcours du combattant. Et donc, je me demandais s'il pouvait y avoir des modules qui pourraient aider les patients à ce niveau-là. Alors, je ne parle pas que de la kiné, hein. Ça peut être... bon, enfin voilà, idée. Alors, oui, c'est une question très pertinente, évidemment. On est en train aussi, et on a levé les fonds pour ça, donc il n'y a plus qu'à le faire maintenant, on est en train de développer un module parcours de soins. Parce qu'évidemment, on est d'accord que la douleur, c'est pas juste un soignant qui va régler tout ça tout seul.
il en faut souvent plusieurs. Et donc, dans ce module parcours de soins, qui sera adossé, enfin, qui sera interfacé à terme avec le Colibri, par exemple, eh bien, on peut imaginer qu'il y ait effectivement à partir du moment où ça respecte la réglementation, hein, là, moi, je suis moins spécialiste des questions juridiques, mais à partir du moment où ça respecte la réglementation, on peut toujours imaginer que ce module fasse des propositions de thérapeutes qui seront en capacité de recevoir les patients, évidemment. Merci. D'autres questions? Oui, merci. C'est juste une question technique parce que j'ai bien eu en main le carnet, mais je n'arrive pas à télécharger l'application, donc je n'ai pas pu me servir de cette application, en fait. C'est bien dommage. Alors, bon, j'étais sur le point de vous envoyer un mail, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, je ne sais pas si de loin vous pouvez me donner une idée. Non, de là où je suis, c'est-à-dire dans ma voiture, je ne peux rien faire, malheureusement. Mais envoyer un mail, s'il y a quelques personnes qui ont eu des difficultés comme ça, normalement, les problèmes sont vite résolus et ça permet de se lancer rapidement. Donc, envoyez un mail au contact que vous avez, ce qui doit être marqué sur le livre, je pense, d'ailleurs. Et puis, on pourra résoudre la question très vite. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, je vais laisser le cahier ici sur la table et à la pause, vous pouvez jeter un coup d'œil car je le laisse ici sur cette table. Il y a d'autres questions? Merci. On va passer à la... Nicolas, est-ce que là, tu parles effectivement un abonnement qui pourrait, quand l'application sera complètement testée, Apésia, hein, j'entends. Tout à l'heure, oui. si Morard demandait le coût. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, qu'une association vous prenne un certain nombre d'abonnements annuels pour ses adhérents? C'est une idée, hein? Oui, bien sûr. Non, bien sûr, on est propriétaire, donc on fait ce que l'on veut. Une filière de maladies rares aussi? Bien sûr, bien sûr. Après, notre objectif, c'est que ça coûte le moins cher possible, voire que ça soit... il y a un coût toujours, mais que le coût soit réduit le plus possible pour le patient. Donc après, soit on charge des mécènes, soit on lève des fonds en commun spécifiques pour donner un accès. Il n'y a pas de problème. Tout peut se discuter à la carte avec ces outils. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Écoute, Nicolas, on te remercie parce que les conditions physiques étaient limitées. Tu as malgré tout tenu à être là et vraiment, c'est gentil à toi d'avoir été présent là sur cette session particulière que nous avions. Merci. Et bravo en tout cas. Merci. On peut l'applaudir. Bon après-midi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Nous allons écouter maintenant M. Thierry Régnier, qui est infirmier de base, mais avec des compétences énormes en hypnose, et qui va nous parler de l'hypnose de thérapie brève, EMDR, dans la prise en charge de la douleur chronique. Alors, merci. Merci le professeur, parce que c'est vrai qu'il a fait une belle transition sur les approches psychocorporelles, et notamment, il a parlé d'auto-hypnose. Alors, je vais juste prendre en main le matériel. Voilà. Donc, alors souvent, quand on parle d'hypnose, de manière générale d'ailleurs, les phrases qui reviennent, c'est vous savez, moi je suis cartésien, j'y crois pas trop. Ou alors moi ces trucs-là. Ou alors, mais au fond, vous allez prendre possession de quelque chose, vous allez me contrôler, est-ce qu'on va faire la poule? Est-ce que ce sera comme Star sous hypnose? Bon. Alors, entre autres. Évidemment, on est encore sur des croyances, sur des fausses croyances. Et moi, l'idée un petit peu là, de cette intervention, c'est de vous parler de quelques notions d'hypnose. Assez rapide, je suis un peu bavard, donc on m'a dit de gérer le temps. Donc, en quoi ça peut être une aide? Voir un peu comment peut se dérouler une séance de manière un petit peu générale. Parler de thérapie brève de MDR. Et évidemment, de parler de tout ça dans un ensemble pluridisciplinaire. Vous le savez très très bien, la douleur, elle est pluridisciplinaire. Alors très rapidement, moi je suis juste infirmier, j'ai travaillé longtemps à domicile dans
eh bien, dans la réalité du quotidien des patients, avec des problématiques de stress, de douleur, de phobie, d'angoisse. Et donc, je me suis formé pour cela à différentes techniques, donc de massage, mais notamment hypnose et des thérapies brèves. J'approche un petit peu la notion de MDR et de réflexologie auriculaire. Et là, actuellement, je travaille dans une maison de santé, à Herblay-sur-Seine, dans le 95, où il y a plusieurs professionnels, médecins, sages-femmes, kinés, psychologues. Donc, on échange un petit peu autour de ces problématiques. Très rapidement, l'hypnose, c'est une histoire d'antiquité en fait. Ça date d'il y a très très longtemps. Il y a plein d'acteurs différents. Alors juste pour la petite anecdote, un des premiers à parler d'hypnose, c'est Franz Anton Mesmer. Donc le Mesmer d'aujourd'hui dans les salles a pris un petit peu son nom pour son nom de scène. Après, il y a plein d'anesthésistes au fur et à mesure du temps. Il y a des noms. Il y a différents noms qui ont facilité l'adhésion de l'hypnose au monde médical et psychothérapeutique pour que l'hypnose arrive aujourd'hui comme vous le savez, dans certains centres hospitaliers, dans certains centres antidouleurs, en ville. Alors, je suis désolé pour ceux qui le croyaient, mais l'hypnose, ça n'a rien de magique. En fait, l'hypnose, pour certains, évidemment, certains ont peut-être déjà testé, ou on leur a déjà expliqué, mais c'est finalement un état modifié de conscience, qu'on fait tous plusieurs fois par jour, peut-être entre 10 et 100 fois, pour certains beaucoup plus. C'est tous ces moments où on est absorbé, ces moments où on est un petit peu en pilote automatique. Il y a un petit peu l'exemple de prendre sa voiture, d'aller d'un point A à un point B, d'arriver, de se rendre compte qu'on n'a aucune mémoire de ce qui s'est passé. On n'est pas allé dans le fossé, on a juste conduit en pilote automatique. C'est ces moments où on est absorbé par un livre, par un téléphone, voilà, par les réseaux sociaux. On y passe 10 minutes, puis en fait on lève la tête, ça fait 2 heures. Et en fait, finalement, c'est un processus qui est naturel. Et on l'assimile aussi à une sorte de rêverie. C'est les gens qui vont être un petit peu dans la lune. Et vous savez, c'est les fois où on est un petit peu comme ça. Et d'un seul coup, on se dit, bon, allez, là, il faut que je revienne un petit peu dans la réalité. Alors, ça existe depuis très, très longtemps, mais c'est assez récent. Parce que d'ailleurs, avant les années 2000, l'hypnose n'était pas trop évoquée dans les centres hospitaliers. Mais depuis, l'imagerie médicale qui a aidé à comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Et quand on approfondit l'hypnose et qu'on fait un IRM, on se rend compte que finalement, il y a le mécanisme de l'hyperconcentration qui est activé, de l'hyperdétente. Alors c'est assez étonnant parce qu'effectivement, à la fois, on est très focalisé sur quelque chose et à la fois, il y a quelque chose de détente. C'est pour ça qu'on souvent, on disait aux gens, 1, 2, 3, tu dors. Non, ne dormez pas, s'il vous plaît. Donc, 1, 2, 3, tu dors. Et finalement, c'est la sensation à la fin de séance, souvent, les gens sont apaisés, sont plus calmes. Enfin, au mieux, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ces différents moments où on est absorbé et on est en hyper-détente ? Eh bien, le mécanisme de l'attention, il est un petit peu exacerbé. Donc, on va être dans une sorte de réalité qui est un petit peu différente de la réalité actuelle. Il va y avoir une sensation de dissociation, en fait. Donc, le corps est là et l'esprit est ailleurs. Et c'est tout l'intérêt, effectivement, dans les soins, d'avoir la personne qui est ici et pourtant, elle s'évade. Donc, et en fait, on s'aperçoit que l'activation de l'hypnose a favorisé une imagination plus grande, une créativité plus importante. Excusez-moi, en fait, j'ai regardé l'heure, je me dis ça défile très, très vite. Donc, je vais aller à l'essentiel. Et finalement, dans ces moments-là, on est plus réceptif aux suggestions. Et ces suggestions que l'opérateur va apporter va permettre de peut-être apporter un changement de perception, de sensation, et un changement de comportement, un changement d'habitude. Mais tout ça, ça reste dans le cadre d'une technique psychocorporelle. Donc c'est tout à fait ce qui a été évoqué auparavant. Et en fait, on est dans cette dimension à la fois sensorielle, à la fois émotionnelle, on le verra un peu plus tard. Et ça reste une expérience, c'est-à-dire quelque chose qui est vécu. En clair, quelqu'un à qui on va raconter une histoire de manière, on va dire, en pleine conscience, et à qui on va raconter cette histoire en hypnose, mais la personne va vraiment ressentir cette histoire dans toutes ses dimensions. Elle y est vraiment. Et donc, c'est une expérience singulière parce que c'est vraiment propre à chaque personne. Finalement, qu'est-ce qu'on s'aperçoit au niveau de la douleur ? C'est que lorsqu'on utilise l'hypnose dans la douleur, on va s'apercevoir qu'il y a une réduction de la perception.
C'est-à-dire que les patients qui font de l'hypnose vont tout à fait évoquer qu'ils ont une sensation que la douleur est moins importante ou peut-être qu'elle change au niveau de la perception. Alors, on se met d'accord tout de suite, ça c'est évidemment très personnel. Et vous verrez tout à l'heure que finalement, c'est individuel et que tout ça est à prendre en compte dans la globalité de la personne, mais que de toute façon, il y a cette modulation des réponses neurophysiologiques. On se rend compte que effectivement, les aires cérébrales correspondant à la douleur vont être activées pendant ces exercices d'hypnose. Il y a l'activation de la régulation émotionnelle. Finalement, on va parler de cette douleur qui est réelle, mais aussi de cette douleur qui est en mémoire. Et donc, comme je vous le disais, le travail en hypnose va agir sur cette sphère sensorielle, émotionnelle et affective. Alors, c'est vrai qu'il y a peu d'études qui ont été faites jusqu'en 2015. L'hypnose avait été validée pour les douleurs péropératoires et notamment le côlon irritable. Et puis depuis, il y a plein d'études qui sont faites, mais on manque encore beaucoup de données. En tout cas, il y a vraiment une évocation d'un intérêt dans une prise en charge pluridisciplinaire pour les douleurs chroniques, pour par exemple, biopsies au niveau de certaines parties du corps, dans certaines pathologies un petit peu plus chroniques, effectivement, sans rentrer dans le détail, parce que sinon, après, je vais bloquer, je vais prendre tout mon temps. Mais en fait, voilà, on est dans des études. Ces études aussi, elles vont être très réalistes parce que c'est pas, on va pas chercher à arrêter la douleur, comme ça a été dit précédemment. C'est toujours une question de modulation. On va chercher à ce que la douleur, parfois, elle soit juste plus acceptable. Et rien que ça, ça a son sens. Moi, il y a une dame qui était venue une fois. En arrivant, elle dit, voilà, moi j'ai une EVA qui est toujours, donc une échelle visuelle, une échelle de la douleur qui est toujours à 10. Et pendant la séance d'hypnose, elle a pu constater qu'il y avait une modulation de sa douleur. Rien que ça, pour elle, c'était, ah ouais, je peux faire quelque chose, c'est possible. Donc ça donne une possibilité. Et l'hypnose va avoir aussi un intérêt pour les soins, les examens, soit les ponctions, la chirurgie, comme on le sait, l'hypnose peut avoir son rôle dans l'hypnosédation, et aussi notamment dans les prises de sang, pour certains. C'est mon petit côté infirmier, mais effectivement, la manière dont on peut faire certaines prises de sang peut être complètement différente de la manière où on l'aborde. Et vous savez très très bien, moi j'ai appris, quand j'étais jeune étudiant, il fallait prévenir le patient. Donc on disait, alors attention, dans quelques instants, je vais vous faire une piqûre. Donc ça va piquer, mais je vous préviendrai, ça ne va pas durer trop longtemps. Donc là, la personne en face, elle se dit, alors piqûre, ça va durer, ça va piquer, qu'est-ce qui se passe ? Bon. Et finalement, aujourd'hui, on va être sur quelque chose d'un discours beaucoup plus positif, beaucoup plus apaisant. Les mots ont un sens et un pouvoir assez important. Et évidemment, on va préciser qu'on va faire un soin, que ce sera peut-être moins confortable et que ce sera plutôt rapide. La personne, ok, elle a compris, mais elle ne se fait pas une idée qu'elle va avoir mal. Et donc, finalement, on sait aussi, il y a des études qui sont faites à ce sujet, que l'hypnose peut réduire l'anxiété et le stress, notamment associés aux soins. Et on évoque aussi la notion qui est importante, là je ne vais pas du tout le développer, mais tout ce qui est ressources inconscientes. C'est Milton Erickson, on entend souvent parler de l'hypnose ericksonienne, où finalement l'individu possède ses ressources, ses propres ressources, et c'est ce qu'on va aller activer pendant les séances d'hypnose. Alors comment se déroule une séance d'hypnose ? Alors elle peut concerner la douleur aiguë et chronique. Alors la douleur aiguë, ça peut être effectivement en service, où quelqu'un va se plaindre effectivement d'une douleur très très forte. Alors vous imaginez bien qu'on ne va pas forcément travailler de la même manière avec une douleur forte à ce moment-là. On va plutôt faire quelque chose d'assez rapide. Et je vais vous parler surtout d'une séance d'hypnose où finalement c'est plutôt une séance qu'on va appeler fauteuil, où la personne va y avoir un protocole un petit peu d'accueil. Alors dans l'anamnèse, donc le recueil d'informations, évidemment, la douleur, on va s'assurer qu'il y a un avis médical qui est indispensable. C'est évident, mais c'est toujours bon de le rappeler. Parce que quelquefois, il y a des gens qui viennent en hypnose pour enlever une douleur, mais qui n'a pas été explorée. Donc là, surtout pas, on va aller explorer tout ça. Évidemment, pendant la séance d'hypnose, il y a un échange qui se fait à ce moment-là. Et on va parler d'alliance thérapeutique. Il y a de la confiance qui va s'installer. Il faut expliquer en quoi ça consiste et commencer à avoir un discours qui va être positif,
qui va être plutôt apaisant, qui va utiliser un vocabulaire qui va être adapté à la personne. Et on va demander à la personne de décrire vraiment le contexte, avec ses mots, avec ses métaphores, ses images, parce qu'on va s'en servir après. Alors, il ne faut pas oublier que la personne, en fait, elle a ses images, sa manière, c'est ce qu'on évoquait ce matin. Chacun a ses mots, sa manière de percevoir. On va utiliser ce qu'on appelle le VACOG, c'est le canal visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et puis, on va expérimenter aussi, voir un peu plus loin la motivation de la personne. Évidemment, il y a des personnes qui vont venir en disant, bah voilà, moi je viens, mon médecin m'envoie, mais franchement, je ne pense pas que ça marchera. Évidemment, il va falloir expliquer un petit peu plus les choses, voire même, après, jusqu'où la personne, ça pourra lui convenir d'envisager d'avoir une douleur un peu amoindrie. On va lui parler de la suggestibilité. On sait que globalement, on est à peu près 10% à être très suggestible à l'hypnose, 80% moyennement et 10% peu. Et je crois que ça n'a pas vraiment... ça n'empêche pas, si on est peu réceptif à l'hypnose, de faire de l'hypnose. Alors, il y a peut-être des études qui sont faites sur le fait que plus on est suggestible, plus il y a un impact au niveau de l'imagerie, mais il n'y a pas forcément de lien entre la profondeur d'hypnose et l'efficacité de l'hypnose. Il y a des gens qui s'attendent à être complètement assommés. Et on leur explique que ce n'est pas forcément ce qu'on va rechercher, parce qu'on peut faire de l'hypnose très légère. Moi, j'ai quelques exercices où on va faire de l'hypnose debout, d'ailleurs. Et les gens, parfois, disent, bah voilà, moi j'ai l'impression d'être ici, ailleurs, j'ai écouté tout ce que vous m'avez dit. Ou alors j'ai eu l'impression d'être profondément parti. Je me souviens de quelques mots comme ça, mais j'ai l'impression d'avoir été très, très loin. Après ces questions, là on parle plutôt aussi de thérapie brève. On va considérer que le patient est expert, mais vraiment expert. C'est-à-dire qu'il va effectivement connaître très très bien sa douleur, il va connaître très très bien son histoire. Et en même temps, on va parler d'approche orientée solution, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on va comprendre le contexte, du comment, les mots qu'il va utiliser, les métaphores, on va les reprendre pour s'en servir. Et puis il y a un moment où on va aussi s'intéresser à comment ça fait quand ça va mieux, et quels sont les moments où il y a moins de douleur, en fait. Quand est-ce que c'est le moins pire, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Et là, on va aller prendre à la loupe ces moments-là. Et pour vous donner un exemple, un jour, il y a une dame qui avait des douleurs chroniques, qui ne pouvait plus aller travailler, son médecin l'a envoyée, et puis en explorant un petit peu les moments d'exception aux symptômes, il y a un moment, elle s'en était jamais rendue compte, il y a un moment où elle avait jamais mal, en fait, c'est quand elle prenait son bain. C'était dans son histoire. Et déjà, il y avait une prise de conscience qu'à ce moment-là, effectivement, il y a un moment où elle a pas mal. Alors, bien sûr, elle ne va pas prendre des bains toute la journée. Elle aurait travaillé en balnéo, ça aurait été pratique. Mais en hypnose, on a été explorer ça. On a été explorer les sensations qu'elle avait à ce moment-là. On les a augmentées. Et alors, il y a des petits outils comme ça qui sont intéressants. C'est vrai que quand on est en hypnose, on n'a pas forcément la notion du temps. Ça a l'impression que des fois, une séance, ça a duré 5 minutes, et en fait, ça a duré 40 minutes. Et ça, c'est des choses qu'on peut, en hypnose, on peut moduler cette notion du temps. Et le terme modulation, c'est vraiment quelque chose qui est important. On va moduler peut-être les sensations, les perceptions, les changer. Vous allez voir, on peut explorer plein de ressources. Et c'est un apprentissage, parce que finalement, c'est peut-être réapprendre quelque chose. Effectivement, il y a plein de techniques. Alors, pour les gens qui ont déjà fait de l'hypnose, il y a une douleur, effectivement, elle est comme elle est, on va essayer de bien la connaître. Si la personne vous dit j'ai une boule rouge quelque part qui brûle, on va essayer de la changer en hypnose, de peut-être changer la couleur, de changer la forme, de changer l'aspect. Et en fait, c'est comme si on allait un peu plus loin dans la perception. On peut parfois faire un focus. C'est vrai que quand c'est une douleur aiguë, ça ne sert à rien de dire à la personne « Imaginez-vous à la plage, non, là j'ai mal ». On va aller dans la douleur. Et étonnamment, quand on va vraiment dans la douleur, eh bien, on va essayer d'aller un peu plus loin. Et finalement, il y a quelque chose qui peut commencer à se mettre en place pour moduler, pour changer. On peut utiliser aussi le froid, le chaud, mais c'est important de connaître ce que la personne est en accord, parce que la personne qui va
effectivement être soulagé par le chaud, on va le réutiliser en hypnose, mais on aurait été précautionneux avant pour lui poser la question. Et puis, on a plein de petits outils comme ça, on va faire de la modulation de sensations. Et dernièrement, j'ai une dame qui avait très très mal au ventre. Encore une fois, tout a été exploré médicalement. Et en hypnose, on a travaillé sur ce qu'on appelle un gant magique, c'est-à-dire qu'on lui a fait imaginer, changer les perceptions, comme s'il avait un gant qui était complètement analgésié, quasiment insensible. Et la personne, pendant l'hypnose, elle dit « Ah ouais, on peut tout à fait discuter en hypnose ». Elle disait oui, « Effectivement, je sens plus ma main ». Et on a transféré cette sensation au ventre. Alors ça dure quelques instants, mais elle a eu la sensation qu'elle a changé au niveau du ventre. Et là, dans ce fonctionnement-là, ce qui nous intéresse, c'est l'expérience qu'elle fait à ce moment-là et ce qu'elle va en garder. C'est un petit peu comme si on vous racontait une histoire et que vous en gardez plein d'éléments et que vous allez les réutiliser un peu plus tard. On peut avoir des transferts de sensations agréables. Effectivement, quelqu'un qui est concentré sur une douleur à la hanche, on peut peut-être aller chercher, tiens, à quel endroit il y a rien en fait. À quel endroit c'est neutre. Peut-être au niveau de la cuisse là, ok, si on transférait cette sensation ici, alors quand on le discute comme ça paraît étonnant, mais en hypnose, il se passe plein de modulations, plein de choses. Les gens peuvent étendre, agrandir, approfondir. Et évidemment, il y a des gens qui ont, quand on leur dit, voilà, est-ce qu'il y a un endroit où vous vous sentez bien, est-ce que vous êtes bien, ils vont nous donner peut-être une destination et on va les transférer. C'est ce qu'on fait un peu au bloc opératoire. Quand on fait des interventions, on va les faire voyager. Alors effectivement, il y a cette alliance thérapeutique et expliquer aux gens qui gardent le contrôle. Voilà. Ah oui. Ah oui. Je ne garde pas du tout le contrôle du truc. Et voilà, comme quoi il faut accepter de lâcher, il faut lâcher prise. Donc très rapidement, il y a une phase d'induction où on fait comme une sorte de relaxation profonde. On va approfondir après l'hypnose. Effectivement, à ce moment-là, on va faire des suggestions, changement de forme, changement de sensation. Et on va faire un retour à l'hypnose avec une réassociation. J'accélère un peu parce que j'aimerais vraiment vous parler de quelque chose. C'est encore bon, ça le fait au niveau du timing ? Voilà, donc évidemment, tout ça, ça va être dans la globalité du patient. J'ai fait un petit focus sur la douleur, mais évidemment, on va prendre en compte l'anxiété, la phobie, peut-être aussi de certaines craintes de certains examens, où là, il y a une sorte de mémoire de la douleur qui se met en route avec une anticipation négative. L'impact que ça peut avoir sur le sommeil, effectivement, c'est un petit peu comme l'intervention d'avant, où il y avait des interventions un petit peu plurifactorielles au niveau de la douleur. La confiance en soi aussi, parce que effectivement, parfois c'est se projeter dans l'avenir, c'est reprendre confiance en soi. Donc là, voilà. Après la séance, parfois les gens effectivement ont vraiment une modulation de la douleur, parfois effectivement la douleur elle revient évidemment dans une neuropathique. Par contre, on peut apprendre à la personne à retourner dans cette hypnose. C'est ce que la personne, voilà, c'est ce qu'on appelle l'auto-hypnose. Et effectivement, ça va lui permettre peut-être de le faire par elle-même, d'anticiper, de faire de la prévention, mais surtout c'est de l'autonomisation. L'idée c'est que la personne elle reprenne le contrôle. C'est à la fois qu'elle puisse s'apaiser, se relâcher et en même temps reprendre le contrôle de certaines situations. Et c'est un entraînement. Et c'est ce que je dis souvent en séance, c'est que voilà, l'hypnose, c'est pas forcément s'installer là et attendre qu'il se passe quelque chose de miraculeux, c'est plutôt faire alliance avec la personne pour qu'elle puisse reprendre le contrôle. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'effectivement, la douleur, pour un moment peut devenir quelque chose, comme on le sait très très bien, avec un impact émotionnel, avoir des impacts sur de nombreux domaines, et ça peut être quelque chose de traumatique. La douleur, au bout d'un moment, ça peut être un traumatisme, mais parfois même on dit que le traumatisme peut faire partie des psychotraumatismes, la douleur peut faire partie des psychotraumatismes. Et donc il y a des techniques qui sont importantes, qui peuvent être, qui ont déjà fait leur preuve dans l'impact de la douleur et l'impact sur notamment tout ce qui est dépression, tout ce qui est anxiété. C'est le MDR-IMO, enfin le MDR en tout cas, qui est un traitement adaptatif de l'information, où on va finalement, peut-être pour ceux qui connaissent, mais utiliser notre capacité naturelle avec des mouvements oculaires à intégrer l'information. C'est ce qu'on fait la nuit. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais la nuit, il y a nos yeux qui se promènent. Et en fait, on digère, on intègre de manière un petit peu simplifiée, mais on intègre l'information la journée. Eh bien, parfois, la douleur, elle est vécue difficilement, les conséquences sont vécues difficilement, l'endroit, effectivement, le contexte
Et c'est quelque chose qui va être travaillé, qui peut être travaillé. Donc voilà, donc je pense que je vais arrêter parce que il y a quelque chose qui est important, vraiment pour terminer, c'est que c'est un outil qui est quand même relativement accessible et vraiment, tout le monde peut. Il n'y a pas de législation sur l'hypnose, mais par contre, votre médecin peut connaître quelqu'un qui fait de l'hypnose. Le bouche à oreille peut être très important. Les centres antidouleurs peuvent vous orienter. Ce qui est important, c'est que c'est adapté. Voilà, c'est bon là. C'est adapté, c'est complémentaire, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas qu'une hypnose, il n'y a pas qu'un praticien, il n'y a pas qu'un moment pour faire de l'hypnose. Et certaines personnes vont dire j'ai fait de l'hypnose, mais ça ne marche pas. Réessayez, refaites, parce qu'en fait, l'hypnose, c'est quelque chose qui est naturel que vous pouvez faire. Tout dépend du praticien, peut-être même du moment, voilà, peut-être même l'état d'esprit. Il ne faut pas oublier les aidants aussi dans tout ça. Merci. On m'entend? Ouais. Nous allons faire les questions à la fin. Oui. Ouais. Et maintenant, on va écouter Madame Hélène Zingraf qui va nous parler des intérêts des groupes de parole et l'accompagnement psychologique. Elle est psychologue et patiente aussi. Ouais. C'est là, oui, non. Alors, j'ai mon diplôme de premier secours, mais ce sera peut-être pas le moment de l'utiliser maintenant. Peut-être pas la meilleure personne non plus. Alors, effectivement, oui. Ah, je suis obligée d'être là-bas. C'est que je suis de vieille école, moi, en fait. Hein, donc, c'est... Ah bon? Ah, tu sais que moi, j'ai une formation universitaire, moi, hein, donc on n'avait pas tout ce genre de choses. Oui, c'est pas faux, ceci dit. Donc, effectivement, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis là pour vous présenter une autre approche, finalement, dans la prise en charge de la douleur, qui est l'accompagnement psychologique. Donc dans l'intérêt des groupes d'échange, mais aussi, j'y tiens particulièrement, sur l'apport d'une prise en charge individuelle. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas toujours amené de la manière dont ça devrait. Donc j'espère en tout cas que cette présentation vous permettra justement de changer peut-être de positionnement. Et dans tous les cas, je serai ouverte bien évidemment à toute question à la fin de la présentation. Donc, juste pour commencer, parce qu'on entend souvent parler groupe d'échange, groupe de parole, la différence, je vais m'attarder juste une seconde là-dessus. Donc, on est bien évidemment sur deux groupes avec certaines choses qui se rejoignent. Hein. Donc, on est sur un groupe limité de personnes avec une animation, de la co-animation. Je passe très vite parce que c'est pas forcément le plus important. Oula, voilà. Je disais donc formation universitaire, ce genre de gadget. Oula. Non, j'ai quand même prendre le temps quand même de dire les choses calmement. Je vais éviter de toucher la télécommande. Donc j'en étais sur effectivement un temps d'échange et d'écoute bienveillant, pas de jugement sur l'expression du vécu et des ressentis. Et tout ça est régi par un cadre, le respect, le non-jugement, la confidentialité. C'est le moment où je dois appuyer sur la télécommande. Je vous cache pas que j'ai un petit moment de pression quand même. Est-ce que ça marche? Le vert? Ah voilà, mais ça va être... Donc par contre, on a, comme je vous le disais aussi, certaines différences. Dans le cadre d'un groupe d'échange, l'animateur, que ce soit un bénévole ou un professionnel de santé, est garant du bon déroulement du groupe et des échanges, mais il n'intervient que si nécessaire pendant le déroulement du groupe. Par contre, dans le cadre d'un groupe de parole, l'animateur qui est psychologue diplômé d'État, alors j'ai failli mettre professionnel de santé, mais généralement la plupart du temps, et j'espère que vous comprendrez pourquoi à la fin de cette présentation, c'est principalement des psychologues. En fait, l'animateur, il va permettre l'ébauche d'un travail psychothérapeutique en questionnant et en reformulant ce qui est exprimé. Ça veut dire qu'on n'est pas juste dans un caractère libératoire de la parole, mais on va retravailler aussi ce qui se dit. Donc, a fortiori, l'animateur, dans ce cadre-là, participe activement aux échanges. Donc, on est bien sur une même modalité, donc le groupe, mais sur une dynamique et une finalité totalement différentes. Ça veut dire que si vous souhaitez travailler un peu ce qui se dit, privilégiez le groupe de parole. Finalement, en quoi les groupes d'échange ils vont pouvoir répondre aux besoins des patients? Il va falloir repartir ce point de départ qui me semblait important de préciser. C'est l'entrée de la maladie chronique dans le quotidien du patient. Donc, on a tous une définition de la maladie chronique, je la rappelle rapidement. Une maladie de longue durée évolutive avec un retentissement sur la vie quotidienne qui peut pouvoir générer des incapacités, voire des complications graves, et qui va provenir d'une combinaison de facteurs génétiques, physiologiques, environnementaux et comportementaux.
On en connaît tous, je vais citer les principales, les maladies cardio-neurovasculaires, les maladies neurologiques, respiratoires chroniques, etc., etc. Et peut-être que là, je vais évoquer une qui nous intéresse aujourd'hui, pour le coup, mais à laquelle on ne pense pas forcément, c'est la douleur chronique. Effectivement, la douleur chronique fait partie des maladies chroniques comme celles auxquelles on pourrait penser quand on s'y intéresse. Donc effectivement, en fait, toujours dans l'objectif de répondre à cette question, en quoi un groupe d'échange, finalement, ça va être important pour un patient douloureux chronique, c'est qu'on se rend compte que la douleur chronique, c'est valable aussi, comme pour les autres maladies chroniques, va impacter fortement, et ça, je pense que vous le vivez tous, malheureusement aussi, la vie du patient. Donc, j'ai choisi les 6 principaux. Il y en a tellement d'autres, mais là, j'aurais pris à peu près la journée, je pense, pour vous tous vous les exposer. Puis, comme je vous l'ai dit, vous les connaissez malheureusement trop bien. Donc, on a un impact sur la vie quotidienne, donc des réaménagements nécessaires, les allers-retours monde médical et la vie civile. Ce que j'appelle vie civile, c'est tout ce qui est hors médical. Donc, une reconstruction du temps de vie personnel. On a aussi un impact sur la communication, puisque la communication avec qui? Avec le corps médical, l'entourage, qu'il soit amical, familial ou professionnel quand la personne retravaille. En fait, c'est en gros répondre à la question quoi dire, à qui et comment, ce qui est quand même une question à part entière. On a aussi un impact physique, bien évidemment, l'émergence de symptômes plus ou moins invalidants, et on sait à quel point les symptômes douloureux peuvent être invalidants. Un épuisement physique. On a également aussi un impact forcément psychologique, ce que j'ai appelé la détresse psychologique, qui regroupe à la fois l'anxiété et la dépression. Ça peut aller parfois jusqu'à l'angoisse de mort, et en tout cas, on trouve aussi une forme d'épuisement. J'ai souhaité distinguer justement l'épuisement physique et psychologique parce que c'est important de le faire et c'est pas toujours fait malheureusement. En termes d'impact, on a aussi un impact sur l'identité de la personne qui est concernée, avec ce que j'ai appelé un sentiment de rupture. Ça veut dire que la personne ne se reconnaît plus comme avant. Un impossible retour à la normale, une perte de contrôle. Quand je dis perte de contrôle, c'est effectivement, ça peut être le fait de se dire, là, finalement, cette douleur, elle est tellement présente qu'en fait, j'ai l'impression de ne plus rien contrôler dans ma vie. Et aussi une évaluation négative de soi. Donc ça, ces questions d'identité, ça rejoint un peu quand même aussi les impacts psychologiques. Mais vous verrez dans ma présentation que finalement, en fait, tout ça et tout ce que je vais vous présenter est fabuleusement lié. Un dernier impact aussi sur les projets de vie, donc différents selon l'âge de la personne concernée, du patient concerné. Ça va être à la fois des projets de vie professionnels, scolaires, de parentalité, avec justement, on va dire, un élément commun qui est le caractère hypothétique de guérison et ou l'évolution de la maladie. On le sait, ça a été déjà dit, je pense, depuis ce matin. Le caractère hypothétique de guérison dans le champ de la douleur chronique, il est inexistant. Donc c'est justement, face à ça, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est effectivement, puisqu'on ne peut pas, et ça a été rappelé en tout début de session, justement, sur le fait que, d'un point de vue médicamenteux, en fait, on n'a pas d'avancée depuis une 50aine d'années. Finalement, est-ce que le travail de l'accompagnement psychologique, ça va être entre autres d'intervenir sur tout le reste, tout ce qui n'est pas médicamenteux. Et donc finalement, cet impact de la douleur chronique, en fait, qu'est-ce qui va provoquer? Et c'est là justement tout le problème aussi, c'est une rupture totale et irréversible avec la vie d'avant, avec finalement les impacts que ça peut avoir aussi pour la personne concernée. Pour vous donner un exemple rapidement, un exemple concret, donc là, ce sont les groupes d'échange que j'avais organisés en collaboration avec APZ l'année dernière, donc dans le cadre du mémoire du travail de validation de DESU sur la prise en charge de la douleur. Donc là, on était sur des groupes d'échange avec thématiques. Il y en avait 6 principales. Donc l'impact de la douleur chronique sur l'entourage, les traitements, les substances psychoactives, la communication, le milieu professionnel et aussi le soutien psychologique. Les 2 objectifs, c'était bien évidemment de donner un espace de parole aux patients, mais aussi de recueillir des données, à la fois à propos de l'impact de la douleur sur la qualité de vie des patients, mais aussi sur les difficultés éventuelles rencontrées. Donc là, avec, on va dire, un objectif un peu pratique aussi, de pouvoir dire, finalement, en tant qu'association, qu'est-ce qu'on peut développer aussi pour répondre à ces difficultés-là. Et donc, si je regarde finalement qu'est-ce qui est ressorti aussi de ces groupes, mais qu'on retrouve principalement dans la littérature, c'est que finalement, on a vu qu'il y avait un impact très important de la maladie chronique, de la douleur chronique chez les patients. Mais la bonne nouvelle, c'est que finalement, ces groupes, ils en ont aussi énormément des bénéfices, puisque pour vous en citer quelques-uns, on a à la fois la rupture de l'isolement social, et ça, c'était quelque chose qui est très important, notamment pour nous, quand on se retrouve dans la maladie rare.
où les patients sont isolés géographiquement et sont pas forcément visibles non plus. Et ça, c'est un problème qui peut effectivement se poser par rapport à d'autres pathologies. Ça permet aussi de se réassurer, de valider ses propres ressentis. Ces mots grossiers un peu barbares, qu'est-ce qu'ils veulent dire ? C'est que tout simplement ce qu'on ressent, voilà, le fait d'être pas bien, certaines émotions un peu particulières, c'est pas forcément un peu délirant de les ressentir. Finalement, il y en a d'autres personnes dans notre situation les ressentent aussi. Ça permet d'échanger des conseils, des pistes de solutions. Alors, bien évidemment, on n'est pas là pour faire de l'échange de conseils médicaux, je veux dire, loin de là, mais en tout cas, sur telle situation, tiens, moi j'ai testé ça, puis ça a fonctionné, moi j'ai testé ça d'autres, et puis finalement, ça fait comme une espèce de boîte à outils où finalement chacun va pouvoir se servir de ce dont il a envie et voilà, ce vers quoi il préfère tendre. Voilà, c'est un peu ce que qu'on disait par rapport à l'hypnose. Finalement, ça permet de tester, mais aussi en fonction de ce qu'on veut faire soi, de ce qu'on aime bien ou ce qu'on aime moins finalement. Il y a un caractère bien évidemment libératoire de la parole, le partage d'expériences communes avec justement ce que j'ai nommé le sentiment d'appartenance. Ça veut dire que quand on est malade, finalement, on se retrouve plus forcément dans les gens de notre entourage. Ça permet finalement de trouver d'autres personnes avec qui, voilà, tiens, finalement, il y a des similitudes. Voilà, je me sens moins étranger finalement que parfois, dans les cas extrêmes, ce que mon entourage est devenu pour moi. Une diminution de la détresse psychologique, donc l'anxiété, la dépression, pour rappel. La création de liens, la mise en réseau. Encore une fois, c'est aussi lié avec quand je parlais de l'isolement social. Et ça a été d'ailleurs ce que j'appelle un bénéfice secondaire des groupes d'échange qui ont été organisés. C'est que finalement, il y avait ce temps d'échange qui était prévu. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait des échanges de coordonnées, des mises en lien qui se faisaient en dehors des groupes. C'était pas obligatoire, c'était pas systématique. Mais finalement, où en fait, voilà, la rencontre qui s'était faite pendant ce groupe d'échange avait permis de se pérenniser, plus ou moins. Je veux dire, j'ai même pas vérifié finalement si ça s'était pérennisé aussi longtemps, une fois, plusieurs fois, peu importe. Mais en tout cas, la création de liens, la mise en réseau avait été faite, et je trouvais que c'était quelque chose qui était quand même assez chouette pour le coup. Et enfin, ça favorise aussi la prise de recul sur sa propre situation. C'est vrai que voilà, quand on est un peu imbriqué, la douleur chronique, tous les impacts qu'on a vus, des fois on a un peu la tête dans le guidon, et c'est vrai que d'être confronté à d'autres personnes qui sont aussi confrontées à ça, ça permet d'avoir un regard différent sur sa propre situation, même dans le cadre d'un groupe d'échange, même quand on n'est pas dans le cadre d'un groupe de parole. Et finalement, là où ça me semble aussi en tant que psychologue très important, enfin je veux dire en tant que psychologue et même en tant que patiente pour le coup, c'est que finalement ce soutien social qui est perçu, il y a un impact bénéfique en fait. Il y a aussi ce renforcement du sentiment d'auto-efficacité qui va être perçu par les participants. Alors le sentiment d'auto-efficacité, c'est quoi ? C'est d'avoir l'impression qu'on a les bagages, les armes en fait pour affronter la douleur chronique. Et donc a fortiori aussi, ça va permettre de diminuer le stress. Donc finalement, on se rend compte que sur des groupes d'échange, on pourrait dire c'est juste échanger avec d'autres gens, très bien, on a quand même des bénéfices qui sont quand même assez importants pour contrecarrer un peu l'impact très important de la douleur chronique. Alors j'ai parlé des patients jusqu'à présent, j'espère que la machine, là, j'ai un peu peur, ça va, j'ai regardé, il me reste encore un peu de temps, c'est bon. Finalement, j'ai beaucoup parlé des patients jusqu'à présent, il y a un autre acteur fondamental en fait et qui a tendance un petit peu à s'oublier, je pense, dans la prise en charge de la douleur chronique, c'est les aidants. Je vais en parler très rapidement. Déjà en définissant qu'est-ce que c'est un aidant, parce que finalement, je dis voilà que c'est ok, les aidants, c'est un facteur très important, c'est un élément très important, mais finalement, est-ce qu'on sait vraiment tout ce que c'est et est-ce qu'on en a tous la même définition ? C'est une définition de l'Association européenne des aidants que je trouvais assez cohérente, qui dit que finalement est défini comme un aidant toute personne qui fournit des soins généralement non rémunérés à une personne présentant une maladie chronique, un handicap ou tout autre besoin de santé ou soins de longue durée. Et un élément qui me paraît fondamental dans cette définition, c'est en dehors d'un cadre professionnel ou formel. Parce qu'effectivement, quand on s'intéresse à l'impact de la survenue de la douleur chronique chez les aidants, on s'aperçoit de quoi ? Que forcément, il y a un impact sur l'état psychologique de l'entourage. Ça paraît logique. Et finalement, si on essaye de le détailler un peu plus, pour quelles raisons finalement il y a quand même cet impact ? On se rend compte qu'en fait, finalement, la survenue de la douleur chronique va faire émerger de nouveaux besoins, de l'aide humaine, du soutien social, de l'aide financière, pour n'en citer que 3, qui vont finalement aussi réorganiser les rôles au sein de l'entourage. Alors l'entourage, que ce soit la famille, même les relations, pas forcément au sein d'un même foyer, mais même au niveau familial au sens plus large, avec la création de nouvelles relations. Et notamment, je parle, pour donner un exemple au sein du foyer, la relation d'aidant-aidé,
qui va parfois aussi être pas forcément très bien vécu pour l'un comme pour l'autre, et qui va aussi justement apporter aussi son lot de complications. Et quand je dis son lot de complications, il faut surtout pas le voir d'un point de vue fataliste, c'est se dire que justement en avoir conscience, c'est aussi pouvoir intervenir là-dessus. Et donc justement, en fait, pour les aidants, les principales problématiques qui existent, ce sont quoi? C'est un risque de repli sur soi, donc autant au sein du foyer que même à l'extérieur, la perte du lien social, l'abandon des activités, la rupture de communication entre aidants et aidés. Ça aussi, c'est un point qui peut être fondamental, puisque on imagine aussi l'impact que ça peut avoir au niveau familial. Et ça, c'est un élément aussi, le dernier, qui me semble primordial, fondamental. Je pourrais trouver d'autres synonymes. C'est le risque d'épuisement extrêmement important. Je pense que tout le monde dans cette salle a entendu parler de l'épuisement du burn-out. Donc on entend principalement, et que depuis tellement d'années en fait dans le champ professionnel, sachez que c'est un terme qui émerge de plus en plus dans le champ notamment de la maladie et notamment au niveau des aidants. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant justement d'avoir cette vigilance-là aussi. Pourquoi ? Parce qu'au même titre que pour l'épuisement professionnel, le burn-out professionnel, finalement avoir conscience que ça existe, ça permet de le prévenir, parce que c'est aussi un peu l'objectif principal, mais ça permet aussi, quand on s'en rend compte, justement, de pouvoir agir là-dessus. C'est-à-dire que finalement, cet épuisement, il peut être tout à fait légitime, il n'est pas obligatoire, mais quand il est là, il est légitime. Mais finalement, en fait, d'en avoir conscience, ça veut se dire, finalement, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça pour que justement aller mieux ? Donc on se rend compte au final que ces groupes d'échange, ils peuvent avoir autant de bénéfices aussi pour les groupes. Ces bénéfices, ils peuvent être aussi pour les aidants, au même titre que les patients, finalement, même si les problématiques qui sont rencontrées ne sont pas forcément les mêmes. Et le moment arrive de ma présentation. Alors, je ne vous cache pas que je sais, j'ai conscience aussi que quand on parle du soutien individuel, c'est ce que je vous disais au tout début, finalement, on n'est pas forcément sur quelque chose qui est très bien amené, mais qui est quand même parfois nécessaire. Je vais aller très rapidement là-dessus, on en discutera après si vous le souhaitez. La pré-enquête que j'avais réalisée dans le cadre de mon mémoire montrait que justement 75% des répondants n'avaient pas d'accompagnement. Et quand on s'intéresse aux motifs de non-recours, on se rend compte que finalement, les personnes répondaient qu'elles n'en avaient pas ou plus besoin. Très bien, je veux dire, il n'y a même pas à réfléchir sur est-ce que c'est vrai ou pas. C'est en tout cas ce qui est ressenti. Ça n'avait pas été proposé. Et en 3e, 4e position, c'était financier ou manque de temps. Moi, ce qui m'intéresse surtout dans ces résultats-là, c'est de montrer que finalement, sur les différents motifs de non-recours, on est finalement sur... il y avait peut-être besoin, il y avait peut-être envie, puis finalement, ça ne s'est pas fait pour différentes raisons. Et c'est sur ça aussi que là, on peut intervenir aussi en tant que soignant. Et quand je dis soignant, c'est finalement soignant au sens large. Donc, pour vous détailler, je voulais pas rentrer trop dans les détails des différentes thérapies, ça n'a pas forcément de sens ici. On a, on va dire, 2 types de prises en charge principales, qui sont à la fois dans ce que j'ai appelé les prises en charge plus ou moins brèves, donc le travail sur le vécu, la peur de la douleur, la prévention du déconditionnement physique. C'est des choses aussi qui seront abordées cet après-midi dans la 2e partie de session. En gros, c'est tout un travail sur les croyances qui sont liées à la douleur et leur impact au quotidien pour le patient. Donc c'est quelque chose qui généralement est très bref, qui se fait souvent au Centre d'études et de traitement de la douleur. Parfois, malheureusement, la douleur arrive dans un contexte qui nécessite un travail plus global, puisque l'impact de la maladie, les problématiques qui existaient déjà au sein du foyer, pour la personne, vont pouvoir être exacerbées par la survenue de la douleur chronique. Donc forcément, là, on n'est pas forcément sur quelques séances, on est sur un travail plus global, plus général, qui a aussi toute son importance. C'est pour ça que je disais que des fois, c'est mal présenté, c'est mal amené, et je trouve ça un peu dommageable. Attention, prendre en compte les aspects psychologiques, j'insiste très lourdement là-dessus. Donc ces aspects psychologiques liés à la douleur, ça ne remet absolument pas en question, jamais, au grand jamais, la réalité du vécu et l'existence d'une origine physiologique de la douleur. C'est parfois présenté un peu comme un diagnostic, vous avez mal, je sais pas, hop, allez voir le psychologue. Non, c'est très réducteur, donc vraiment, c'est pas parce qu'on parle des aspects psychologiques qu'il faut vraiment voir ce côté-là. Ce côté très réducteur, c'est dans votre tête. Je vais passer très rapidement parce que je vois qu'il me reste que 30 secondes. Le suivi individuel, finalement, on se rend compte que les groupes d'échange patients couplés à un suivi individuel, les groupes d'échange d'aidants couplés potentiellement avec un suivi individuel, ça va favoriser aussi dans tous les cas la relation entre les patients et les aidants et de manière générale l'amélioration du vécu de la maladie. J'en ai pas parlé forcément, mais ça peut améliorer les relations patients-aidants. C'est aussi les thérapies de couple, les thérapies familiales, si le contexte, en tout cas, s'y prête. C'est quelque chose à garder finalement en tête. Oula, ça y est. Pression.
Je sais, mais ça, c'est la dernière, c'est bon, c'est nous en plus, c'est le principal. J'aurais dû aller juste là finalement. Trêve de plaisanterie au sein d'APZ finalement. Qu'est-ce qui est fait aussi, puisque comme je vous le disais, il y a tout un travail de réflexion d'équipe qui est fait à ce niveau-là. Depuis janvier 2024, donc l'organisation de groupes d'échange mensuels à destination des patients le 3e jeudi de chaque mois en fin d'après-midi. Donc en fin d'après-midi, c'est à 18h pour le coup. On a aussi, bonne nouvelle, avant l'été 2024, des groupes qui vont être prévus cette fois-ci pour les parents d'enfants malades par Gwen. Donc plus d'informations à venir. J'ai un peu spoilé un peu avec ton accord, spoilé la chose, mais parce que je trouve que c'est effectivement très intéressant aussi d'envisager ces groupes pour un autre public finalement. Et soyons fous, pour terminer, selon les besoins ou les demandes, l'organisation de groupes pour les proches aidants, de personnes malades, de personnes opérées, non opérées. En fait, il n'y avait pas de limite, si vous voulez. La seule limite, c'est qu'il y ait des demandes et des besoins, et surtout des participants. Parce qu'effectivement, ça peut être quand même important aussi d'avoir un nombre de participants. Sur ce, c'est bon, ça n'a pas ressonné. Je vous remercie de votre attention et je reste disponible pour toute question, n'hésitez pas. Merci beaucoup. J'ai réussi à m'en sortir. Écoute. Parfait, merci beaucoup. Les questions vont être après Madame Stéphanie Hubsch, qui est diététicienne, auricothérapeute, qui va nous parler de cette méthode assez peu connue finalement, qui est l'auricothérapie pour les douleurs chroniques. Voilà, bonjour. Donc, je suis diététicienne et je ne vais pas vous parler de nutrition. Voilà. Donc, voilà, le hasard m'amène ici. J'ai une patiente qui est venue me consulter pour des soucis de poids, comme on l'a vu ce matin, avec les traitements, etc., etc. Et puis, moi, j'avais appris l'auriculothérapie que je vais vous présenter pour les troubles du comportement alimentaire, les pulsions, etc. Mais j'ai eu la chance d'avoir l'enseignement par Dr Raphaël Nogier, qui est le fils de celui qui a créé la cartographie de l'oreille reconnue au travers du monde et utilisée aujourd'hui. Et on a appris beaucoup de choses, et notamment l'OMS reconnaît trois choses importantes à l'auriculothérapie, dont l'efficacité sur les douleurs. Donc, j'ai proposé à ma patiente d'essayer. Et puis, effectivement, retour très, très positif. Et ces mots ont été, ça m'a changé la vie. Donc, effectivement, voilà, j'ai très envie de vous présenter ça. Peut-être que certains connaissent déjà. Le verre du dessus. Ah, voilà. L'auriculothérapie, peut-être que certains connaissent un petit peu. En fait, auriculo, c'est l'oreille. Et donc, on va stimuler certains points de l'oreille. C'est un peu comme de l'acupuncture, sauf qu'on ne se sert pas forcément que d'aiguilles. On se sert de graines, de choses comme ça. Et donc, ça peut être des aiguilles, des graines ou des billes. On parlait des enfants. Il y a des toutes petites billes qui sont faites pour les tout petits, aussi même les nourrissons. Dans des temps plus anciens, on va l'aborder tout à l'heure, ils mettaient des grains de moutarde, des grains de riz, enfin voilà. Et puis aujourd'hui, on a du matériel un petit peu plus sophistiqué que je vous présenterai tout à l'heure, du matériel de stimulation électrique. Donc, ce sont des propriétés donc réflexes. Je vais vous montrer le schéma tout à l'heure du pavillon oculaire qui est relié absolument à tout l'ensemble du corps. C'est assez extraordinaire. Donc, docteur Paul Nogier, donc, qui est donc le père de Raphaël Nogier, qui nous a fait la formation avec Thierry, un médecin lyonnais qui exerce encore et qui a une belle équipe là-bas, eh bien, a débuté ses recherches parce que ce médecin-là, en fait, à l'époque, il y avait des patients qui revenaient, qui avaient des sciatiques, et, depuis 1 an, 2 ans parfois, et puis qui revenaient tout d'un coup miraculeusement guéris. Et voilà, on abordera ce sujet tout à l'heure, comment il s'est intéressé à tout ça. Et en 90, il a réuni donc un groupe de travail de l'OMS. Et donc, il y a quand même 43 points qui ont été vraiment validés par l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, on appelle ça la somatotopie auriculaire. En gros, c'est la carte de l'oreille. Alors, il y a 2 types de points différents. Des points que l'on va trouver avec des stimulations mécaniques. Je vais vous montrer. En
fait, on utilise un petit stylet comme ça, et on appuie comme ça sur l'oreille. Et alors l'avantage, c'est que c'est une pression de 250 grammes. Donc, il y a des endroits sur l'oreille, vous appuyez, bon, voilà, vous sentez que ça appuie. Et puis, le millimètre d'à côté, voilà, là, ça s'appelle le signe de la grimace. Et donc, si ce point-là de l'oreille est douloureux, c'est que, par exemple, si on est sur le foie, c'est que le foie a un souci. Si on est sur une cervicale, je ne sais quoi, un muscle, c'est qu'il y a un souci à ce niveau-là. Et on va pouvoir traiter le point, tout simplement, en le massant mécaniquement une dizaine de secondes. Moi, personnellement, je mets des petites graines de Vaccaria. Alors, c'est tout petit, hein. C'est une petite graine avec un petit sparadrap. On le met sur le point qu'on a traité, et puis comme ça, le patient... alors, il y en a qui mettent des aiguilles ou des aiguilles semi-permanentes. Et puis comme ça, le patient, il peut se remasser. Alors, c'est pas toujours très agréable quand on est sur le point à traiter, mais il peut restimuler sa zone 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'à ce que le petit sparadrap s'en aille. Ensuite, on a d'autres types de points que l'on va donc plutôt détecter avec un appareil comme ça. Alors en fait, c'est un appareil avec une masse, un appareil électrique, et puis quand ça sonne, finalement, ça veut dire que c'est effectivement qu'il y a une problématique au niveau de ce point-là. Donc là, effectivement, il y a eu vraiment un gros travail là-dessus, avec des schémas, des coupes de la peau, de l'oreille, etc. Bon, j'ai mis les noms des professeurs qui avaient travaillé là-dessus. On a des belles coupes, mais bon, je ne vous les ai pas mis en image, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, donc j'ai mis ces points à composantes nerveuses. C'est une zone ou un organe, effectivement, qui est douloureux. Et ces zones douloureuses, on les utilise contre la douleur, donc on les stimule. Et vous verrez, je vous ai mis des petits schémas, un peu des protocoles. Souvent, on ne stimule pas qu'un point, il y a une espèce de petit protocole à stimuler. Après, j'ai parlé du système spinothalamique, mais ça, moi, en tant que diététicienne, je l'ai appris. Mais voilà, c'est vrai que le fonctionnement, après, sera plutôt les neurologues qui vont s'intéresser à tout ça. Ces fameux REC, points de moindre résistance électrique, sur la peau, effectivement, c'est ceux qui vont faire sonner l'appareil et qu'il va donc falloir traiter. Et on s'est aperçu que ça correspondait au point d'acupuncture des Chinois, finalement. Voilà. Et c'est détectable chez l'homme vivant ou le cadavre. Voilà, pour dire que c'est... Voilà. On peut le voir longtemps. Alors, comment ça marche ? Si par exemple, je vais sur le genou au niveau de l'oreille, je ne vais pas tout de suite envoyer un signal au genou directement. En fait, ça passe... alors, le meilleur exemple que nous avait donné Dr Nogier, c'est que parfois, vous êtes amputé du bras, mais finalement, vous avez quand même encore mal au petit doigt. Voilà. Et donc, en fait, on va aller, par exemple, au niveau du bras ou du doigt dans l'oreille. L'oreille va envoyer donc effectivement un message au cerveau et qui, lui, va dire, va voir regarder au niveau du doigt ce qui se passe. Et là, finalement, le cerveau, il dit, au fait, il n'y a plus de doigt. Et donc, très bizarrement, finalement, votre douleur, elle disparaît. Enfin, ça peut paraître assez surprenant, mais voilà, ça fonctionne comme ça. Donc, c'est pas directement. Alors, l'avantage avec l'auriculothérapie, c'est que si vous ne faites pas de bien, vous ne faites pas de mal. Ça, c'est important. Donc, vous ne risquez rien à essayer. Voilà. Ça, c'est vraiment important de savoir que c'est en aucun cas, ça peut être délétère d'une manière ou d'une autre. Le pire, c'est qu'il ne se passe rien. Oui, là, je vous ai mis un petit schéma. C'était juste que, voilà, vous ayez un... alors ça, c'est un schéma de ce qu'on appelle le battlefield. Alors, les Américains sont partout, les sites depuis ce matin. Ils font ça, en fait, sur les champs de bataille. C'est pour ça qu'on appelle ça le battlefield. Si un soldat, se fait tirer dessus, se casse une jambe, un bras, etc., en fait, il y a 5 points à traiter. Et eux, ils le font avec des aiguilles. Et ça coupe vraiment la douleur. Alors,
Là, c'est vraiment pour transporter le malade jusqu'à l'hôpital sans que vraiment, il souffre l'horreur. On ne fait pas exactement la même chose avec des douleurs chroniques, mais n'empêche que ça peut peut-être soulager et au moins apaiser un temps certain les choses. Et comme on l'évoquait avec les collègues tout à l'heure, finalement, des fois, on a une mémoire de la douleur et puis alors, du coup, on anticipe. Ça crée tout un système qui empire le phénomène, finalement. Donc avoir des temps de pause ou des temps un petit peu d'apaisement, voilà, et puis ça, psychologiquement, ça donne une perspective sur c'est possible. Moi-même, pendant des années, j'avais une douleur vraiment très importante et l'auriculothérapie m'a vraiment changé la vie. Donc je suis vraiment persuadée de ce que je vous dis. Ça c'est un autre appareil. Moi, je vous ai présenté le mien. C'est un autre appareil de détection électrique. Donc, il y a une histoire de conductivité cutanée. Voilà, tout simplement. Ensuite, alors, toujours le fameux docteur Nogier. Ils ont mis au point, eux, ces appareils de stimulation électrique avec effectivement la masse. Il y a 3 points de contact, on va dire, pour que ça sonne. Et il a défini 7 fréquences. Donc quand on stimule l'oreille, ça dure 30 secondes et ça passe les 7 fréquences parce que, en fonction du derme, de l'endoderme et de l'ectoderme, la zone de l'oreille, on ne doit pas utiliser forcément les mêmes fréquences. Et en fonction du type de problématique. Donc en fait, le fait de passer toutes les fréquences, on est sûr d'avoir la bonne. Ça dure 30 secondes, donc c'est pas non plus très très long. Parfois, notre appareil peut être la détection peut être un petit peu faussée par effectivement la prise de certains médicaments. Si l'oreille est dite un peu muette, on demande aux patients du coup de ne pas prendre les traitements juste avant la séance ou quelques heures avant. Indication douleur chronique, troubles fonctionnels et même psychiques, ça marche très très bien sur l'anxiété, le stress. Là, c'était une petite photo. Par exemple, vous voyez, alors ce matin, j'ai été interpellée parce que la chirurgienne neurologique, elle avait parlé de la moelle, elle avait parlé du cortex ou je ne sais plus lequel. Et en fait, on peut retrouver ces éléments, comme vous le voyez, sur le bas de l'oreille à la fin de la présentation. Il y a une histoire de fœtus inversé pour schématiser la stomatotopie auriculaire. Et donc, effectivement, vous voyez que on a l'hippocampe, le réticulé, cortex frontal, etc., notamment quand on utilise le frontal dans les douleurs. Alors, pour les indications de l'auriculothérapie sont assez vastes. J'ai même pas mis le côté alimentaire. Pourtant, c'était mon objectif à la base. Voilà, j'ai oublié. Finalement, on apprend tellement de choses. Ça marche sur le problème de transit, de fatigue. Sur tout ce qui est cycle, tout ce qui va être ménopause, bouffée de chaleur, anxiété. Il y a pas mal de choses que l'on puisse aider, en tout cas, essayer d'aider à améliorer. Il y a aussi tout ce qui peut être cicatrices douloureuses, rouges, que l'on peut traiter, parce que parfois il y a il y a des points qui doivent être traités, qui peuvent paraître curieux, mais si on ne traite pas, par exemple, une vieille cicatrice, ça peut interférer avec le travail que l'on fait sur l'autre pathologie ou la douleur. Donc on est obligé d'explorer un petit peu toute l'oreille. Et souvent, on ne fait pas qu'une séance. On fait déjà une première séance, on voit comment ça se passe. Il n'y a pas non plus de protocole de fréquence de consultation. C'est patient dépendant, finalement. Si le patient, ça lui tient 2 mois, il revient dans 2 mois. Voilà. Parfois, notamment par rapport aux douleurs chroniques, on ne peut pas tout traiter d'un coup parce que c'est quand même fatigant de traiter ça. Des fois, les gens me disent « Ah là, je me sens fatiguée ». Donc voilà, on traite ce qu'on peut traiter. On n'a aucune prétention. L'important, c'est que ça aille un peu mieux, que ça soulage, et puis qu'on mette chaque petite pierre à l'édifice, ou qu'on remette un peu plus de confort à chaque fois, même si c'est pas 100%. Voilà.
L'essentiel, c'est d'apporter un petit quelque chose à chaque fois. Donc l'OMS donc a reconnu donc la douleur, le stress et l'anxiété, vraiment, voilà, par rapport à l'auriculothérapie et ses indications, voilà. Donc la douleur, c'était quand même en premier. Oui, là, je vous ai mis un petit schéma. Donc ça, c'était pour une sciatique. Donc le point de la sciatique, en réalité, c'est le point tout en haut, là. Et je vous parlais du docteur Nogier. Donc en fait, il était médecin lyonnais et donc il y avait cette fameuse Madame Barin qui cautérisait ce point de l'oreille des gens, puis tout d'un coup, hop, ils n'avaient plus de sciatique et ils pouvaient marcher normalement. Et donc un jour, il s'est déplacé à Marseille, où je ne sais plus où elle habitait, et en fait, c'était la fille d'un pas un forgeron, ceux qui s'occupent des sabots des chevaux, un maréchal Ferrand. Et donc, c'était une fille de maréchal Ferrand en Corse, donc quand même, c'était assez surprenant. Et en fait, cette dame en Corse cautérisait le maréchal Ferrand, c'était son boulot, c'était de cautériser le pavillon auriculaire des gens qui avaient des sciatiques, et hop, ils étaient soulagés immédiatement. Et je ferai un peu d'histoire après, vous verrez que finalement, c'est des techniques qui sont transmises comme ça, vraiment Enfin, ça fait des centaines d'années que ça existe. Simplement, la différence, c'est que Paul Nogier, donc le médecin, c'est le premier qui a vraiment fait des études médicales, scientifiques, pour vraiment faire la cartographie de l'oreille et répertorier vraiment des points de façon, entre guillemets, officielle aujourd'hui. Donc, vous voyez, pour traiter une sciatique, on ne traite pas que le point de la sciatique, on traite un petit peu d'autres points. Donc, on a un petit peu des... Alors, c'est pas des recettes, parce qu'on sait à peu près où chercher dans l'oreille, mais après, comme dirait un de nos autres professeurs, l'oreille parle. Donc, il y a des endroits qui sont douloureux, on n'aurait pas imaginé que ça le soit. Si ça l'est, on traite aussi, et ça participe forcément à un ensemble. Voilà. En auriculothérapie, il ne faut pas toujours chercher à tout comprendre. L'oreille nous dit que ça ne va pas là, ok, on traite ici, et voilà. Là, c'est une douleur d'épaule. Voilà, c'est un schéma de douleur d'épaule. Donc, voilà. Donc, on a toujours à peu près 7, 8, 10 points. Et c'est vrai qu'après, plus on en traite, plus ça peut être un peu fatigant pour le patient. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout faire forcément en une séance. On a Nadia Wolf aussi, qui est très connue. D'ailleurs, elle est sur Paris, elle exerce toujours. Elle aussi, elle a consacré vraiment sa vie à l'auriculothérapie. Et elle a fait des recherches que j'ai trouvées rigolotes au niveau historique. Donc, il y avait, vous voyez, 200 ans avant notre ère, il y avait déjà des traces d'utilisation de l'auriculothérapie. Vous voyez, dans les tribus esquimaux, de cautérisation ou des aiguilles de pierre, des petites fléchettes au niveau des tribus brésiliennes, scarification, enfin... En fait, visiblement, le fait de soigner, de soulager par l'oreille est vraiment très, très ancien. Voilà, pareil, en Grèce, pendant l'Antiquité, apparemment, Hippocrate conseillait aussi, je ne savais pas, des recommandations des médecins anciens de pratiquer des petites incisions dans les vénules situées derrière le pavillon de l'oreille. C'est vrai que quand on regarde une oreille, et quand il y a des petites vénules, on sait que là, il y a un souci. Hier, je l'ai fait avec une patiente. Je lui ai dit, vous avez mal là. Et voilà, le signe de la grimace, je l'avais bien. Voilà, donc on repère, l'oreille parle. Et c'est vrai que l'oreille parle, finalement. Il suffit de regarder. Puis très souvent, on voit à peu près où ça ne se passe pas bien. Au niveau historique, voilà, marchand de compagnie néerlandaise en 1600. Enfin, voilà. Voilà, donc effectivement, c'est des choses qui sont relativement anciennes. Donc c'est Paul Nogier qui a créé la cartographie de l'oreille avec cette histoire de fœtus inversé, et donc présentée pour la première fois en 1957. Et puis cette fameuse carte du fœtus inversé a donc été validée et reconnue et utilisée dans le monde entier, y compris la Chine. Voilà. Donc vous voyez que... En fait, pour nous, c'est facile à retenir de l'imaginer comme ça.
Donc vous avez la tête en bas, vous avez les bras, les pieds, les orteils, là, par là. Bon, la sciatique est un peu sur la gauche. Et a priori, le contour de l'oreille serait le placenta. Et donc, tout ce qui serait un petit peu allergique et tout, ce serait plus au niveau... autour, on va dire. Mais voilà, cette image de fœtus inversé est très pratique pour localiser facilement les zones du pavillon. Et puis, voilà, merci à l'association de m'avoir conviée aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présentation. On va passer aux questions. Et d'ailleurs, je vais vous demander, la droite et la gauche, c'est les mêmes points? Vous faites les deux oreilles en même temps ou seulement une? Alors, quand le patient est droitier, on va à droite. Quand il est gaucher, on va à gauche. Mais sinon, c'est pas drôle. Mais dans 80% des cas, on trouve à droite si vous êtes droitier. Mais dans 20%, on trouve pas. Donc, des fois, on explore. On ne peut pas traiter le même point des deux côtés, sinon ça annule l'effet. Donc, si vous avez un problème de mâchoire, mais je vous fais les deux points de mâchoire, ça marchera pas. Et quand les problématiques sont au-dessus de ces trois, il faut inverser, au-dessus de la troisième cervicale. Donc, voilà, parce que ça se croise au niveau... Au niveau du pont, ça se croise. Voilà, c'est ça, ça se croise, et donc il faut qu'on inverse. Voilà, oui. Effectivement. C'est logique, finalement. Oui, je ne connaissais pas, mais c'est logique. Voilà. C'est assez logique. Ça peut coller. Oui. Donc, on va poser aux questions. Oui. Il y a des micros dans la salle. Ouais. Bon, en espérant que je puisse vous répondre, je vais faire au mieux. Mais... Oui, bonjour. Oui. Ouais. Alors, j'ai fait... Oui. Oui, bonjour. J'ai fait de l'auriculothérapie et je voudrais savoir, parce que du coup, je l'ai fait 3-4 fois, après j'ai arrêté, parce qu'au bout de 2 jours, ils vous mettent des sortes de crampons, là, enfin d'aiguilles, en fait, avec un petit harnais derrière. Oui, ça existe aussi, oui, effectivement. Oui, moi, on m'a fait ça, mais seulement au bout de 2 jours, mon corps les rejette et ça pisse le sang, quoi. Ah bon? Donc, est-ce que il y a d'autres... parce que là, je vois qu'il y a d'autres méthodes, en fait. Oui, alors moi, je pique pas du tout, j'utilise pas du tout d'aiguille, en fait. Parce que là, c'est vraiment une aiguille avec un petit crampon derrière. Oui, je sais. Ça s'appelle des ASP, des aiguilles semi-permanentes, mais on n'en utilise pas. Nous, on utilise des petites billes, en fait, avec du sparadrap. Non, mais voilà, c'était au centre antidouleur de Robert Ballanger. Ah, ok. Elle faisait que ça. Et moi, du coup, au bout de lendemain, le surlendemain, alors d'abord, elle m'en mettait 6-7 dans chaque oreille. Donc déjà, j'avais super mal. Et après, au bout de 2 jours, mon corps les rejetait, mais ça faisait mal. Parce que le harnais forçait. Est-ce que vous lui avez dit peut-être qu'elle utilise autre chose, du coup ou... Alors, elle faisait que ça. Donc, du coup, moi, j'ai arrêté. Parce qu'en fait, il forçait. Enfin, le centre antidouleur, c'était morphine, auriculothérapie comme ça, et un petit peu d'hypnose. Donc, en fait, j'ai arrêté vite parce que moi, tout ce qui est morphine et tout, c'est pas possible. Et l'auriculothérapie, souffrir pour 2 jours, ça vaut pas la peine. Non, c'est sûr. Non, faut trouver quelque chose de confortable pour vous, peut-être. Et vous le faites, non? Oui, je le fais effectivement. Du coup, et on peut avoir vos coordonnées? Oui, vous pouvez. Non, parce que je sais que ça fait. Je sais que quand elle le fait, ça fait du bien sur le coup. Oui. Sauf que moi, je ne les garde pas. Eh ben, je comprends. Je savais même. Alors, vous voyez, vous m'apprenez quelque chose. Je savais même pas que l'oreille pouvait rejeter. Effectivement. Et ben même elle comprenait pas. Mon corps le rejette au bout de 2 jours. Ah ouais. Bon. Il y a des patients qui rejettent les fils. À l'intérieur, derrière, partout, j'en avais. Je pouvais même pas dormir. Alors peut-être Thierry, avec son côté infirmier, pourra mieux vous répondre que moi. Non, mais effectivement, effectivement, ça fait un petit hameçon. Hein. Ouais, c'est tout ça. petit. C'est fait pour que ça sorte pas, en fait. Donc, mais alors déjà, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de problème d'anticoagulant, de saignement. Ça, moi, sûr. je suis anticoagulant. Ah ouais. Donc là, c'était. Donc après, le lendemain, ça pisse le sang un peu. Ouais. C'était peut-être le truc c'était important de préciser. Et puis, effectivement, il y a quelques personnes qui rejettent. Hein. Donc ça, c'est. Il y a une raison à ça, parce que du coup, j'ai pas redemandé. C'est un corps étranger au départ. Hein. Donc après, c'est juste que. Voilà.
Allez-y, madame. Oui, bonjour, merci beaucoup. Ma question était par rapport à la présentation sur l'auriculothérapie. Si j'ai bien compris, il y avait deux pistes de traitement. Peut-être pour les douleurs mécaniques avec du massage, et pour les douleurs neuropathiques plutôt électriques, et donc une prise en charge différente. Alors pas forcément, c'est plus pour la détection des points. Ok. C'est plus par rapport à ça. Mais en fait, j'ai pris l'habitude maintenant de traiter les deux zones de la même manière. Je stimule, je remets un petit coup d'électricité et puis une petite graine pour être sûr d'avoir fait au maximum, en fait. Ah oui, l'électricité, c'est pour la détection, pas pour le traitement. C'est pour la détection et le traitement. Par contre, on ne traite pas, par exemple, des points douloureux sur la colonne vertébrale ou des choses comme ça. On ne les traite pas avec l'électrique en général. C'est vraiment en massage mécanique. Mais on pourrait, hein, c'est pas gênant. Enfin, on peut utiliser les deux dans les deux cas, de toute façon. D'accord. C'était pour être capable de reconnaître. J'ai pu bénéficier d'auriculothérapie. Ah, d'accord. C'était pour pouvoir reconnaître. J'ai eu donc des aiguilles semi-permanentes sans hameçon, sans harnais. Et je me demandais si j'avais aussi eu le traitement électrique, en fait. C'est des méthodes différentes, en fait. Soit on peut mettre des aiguilles, alors ou semi-permanentes, ou les fameux ASP avec l'hameçon, là, ou les graines et les détections. En fait, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise façon de faire. En fait, ça, c'est personnel, hein, faut tester, en fait. Merci. Il y a d'autres questions? Je voulais savoir si votre méthode soignait les acouphènes, s'il vous plaît. Alors, on a un protocole acouphène. J'avoue que je l'ai fait qu'une fois la semaine dernière, donc je n'ai pas encore eu de retour. Parce que comme moi, mon métier, c'est diététicienne, c'est vrai qu'on parle de tout, de rien. Et là, c'était le mari d'une patiente qui est venue. Mais en effet, il y a des protocoles acouphènes. Voilà. Oui, bonjour. J'ai une question un petit peu indirecte sur l'auriculothérapie. Vous appliquez vos traitements, vos aiguilles, etc. au niveau de l'oreille. Alors, pas d'aiguille, moi. Enfin, l'ensemble de vos appareils, je veux dire, à ce moment-là, au niveau de l'oreille. Or, en traitement de la douleur, il y a quelque chose qui est aussi au niveau de l'oreille et du pavillon de l'oreille, qui est la stimulation nerf vague. Ça prend les mêmes circuits, ça a des choses similaires, ou c'est deux choses complètement différentes? Je m'attendais un peu à la question, j'ai imprimé le schéma, parce que, comme dit, moi je suis diététicienne, donc du coup voilà. Alors, le rameau du nerf vague, il est là. En fait, le rameau du nerf vague, il est au niveau de la conque inférieure et supérieure. Là, oui, montrez sur l'oreille du collègue, peut-être. Là, il est ici. Non. Montrez-la, ici. Ah oui, bah oui. Ouais. Conque supérieure et inférieure, c'est là le nerf vague. En fait, il y a deux mécanismes. Il y a le mécanisme qui va être concernant le nerf vague, effectivement. D'ailleurs, des TENS qui sont auriculaires, des stimulations. Donc, ça va être de stimuler le nerf vague pour avoir l'impact de l'efficacité du nerf vague avec ses conséquences. Hein. C'est-à-dire, effectivement, stimuler le parasympathique, baisser la tension. Et après, il va y avoir en auriculo des points plus spécifiques en fonction de la zone. Qui vont concerner vraiment l'organe enfin, ou la zone à traiter. Je ne sais pas si ça répond. Donc il y a deux aspects. Le côté effectivement nerf vague qui va avoir un impact sur le parasympathique et le côté plus spécifique de l'organe. Et du coup, moi j'avais imprimé le schéma où il y a la troisième branche du nerf trijumeau qui est sur une autre zone de l'oreille et le plexus cervical. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais voilà. S'il n'y a pas de questions, je vais parler un petit peu avec quelques petites remarques pendant que vous parliez. On peut être d'accord ou pas d'accord avec la transe quotidienne ordinaire de Roustang, comme vous disiez que les derniers travaux, vous le savez, commencent à montrer que, surtout sur la base des travaux de Stanislas Dehaene et Lionel Nakache de la PTA, qui ont mis en évidence, et ils sont connus mondialement pour ça, pour le fonctionnement de mode par défaut qui est à l'opposé de l'hypnose. Mais Roustang commence, qui est un énorme pont en hypnose et dans ses travaux neuro,
Ceci peut être mis un peu en question, et c'est d'ailleurs beaucoup mis en question. Cette idée, elle est très bonne pour exposer l'hypnose à des gens qui ne connaissent pas, ça peut être le cas, pour rassurer un peu la population. Mais maintenant, on n'a plus besoin de rassurer la population, c'est bon, on peut être tranquille. C'est pas sûr. Et d'autre part, la législation sur l'hypnose, elle est assez claire. L'hypnose est un acte médical intrusif qui a un codage en CCAM depuis les années 1900 déjà et qui est considéré comme acte médical. La pratique par des praticiens en dehors des personnels de santé, ça peut être soignant, on est d'accord, elle est tolérée par le gouvernement, il y a régulièrement des discussions. Et ce n'est pas des discussions quant à la compétence, ils peuvent être très compétents, mais des formations de 2 semaines, ça ne va pas trop bien pour notre gouvernement, et il a raison. Donc on peut être cartésien dans l'hypnose et on peut et considérer que c'est un domaine assez... Effectivement, et ça, vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas oublier que l'hypnose, c'est un outil. C'est-à-dire que tout le monde peut utiliser l'hypnose. Vous, d'ailleurs, vous pouvez rapidement faire une formation. C'est après, qu'est-ce qu'on va mettre derrière? Et c'est vraiment comprendre le niveau de compétence. Et c'est vrai que c'est important de rappeler qui fait de l'hypnose, en fait. Donc, c'est très important. On peut être très bon à mettre les gens en hypnose, mais c'est après, qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà, donc c'est effectivement en fonction des compétences, en fonction de la formation qu'on a pu faire. Et en fait, ce qui est important aussi, c'est que souvent, vous parliez de transe tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'état d'hypnose, l'état de modifié de conscience que vous faites tous, on parle souvent de transe, et c'est quelque chose qui est étudié là en faculté. Là, il y a un diplôme universitaire qui est en train de se créer sur l'étude des états de transe. Parce qu'on est en train de se rendre compte que ces états-là de transe, on peut aller beaucoup plus loin et modifier dans certaines pathologies très chroniques. Et il y a des réponses qui sont très, très intéressantes. Donc voilà, on ne peut pas tout dévoiler. Et dans le champ de la douleur chronique, donc on étudie tout ça. Voilà. C'est à Paris 8, et d'ailleurs je donne encore le 4 ou le 2, je ne sais plus quand. C'est avec Antoine Bioy qui est un des je travaille depuis pionniers, des années avec lui. Et peut-être vous avez J'aimerais bien la faire, en fait, ce diplôme. Ah, mais vous pouvez vous inscrire voilà. Pour l'année prochaine. Il y a beaucoup de monde. Oui, bonjour. Quel est le lien ou la différence ou les similitudes entre l'hypnose et les états sophroniques dans la sophrologie? Alors, c'est souvent une question qui revient, effectivement. Le point de départ est peut-être un peu différent, mais il y a un moment où les choses se croisent parce que vous avez des sophrologues qui vont faire de l'hypnose et en fait vont pousser un petit peu loin, un peu plus loin. Généralement, en sophrologie, on peut aller chercher un état très très proche du sommeil. Voilà, le sophroliminal proche du sommeil, alors que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va chercher en hypnose. On peut avoir justement des états très modifiés de conscience, mais on peut travailler aussi avec vraiment de l'hyperprésence aussi en hypnose. C'est tout à fait possible. Donc on ne va pas forcément chercher à trouver une détente profonde proche du sommeil. Je ne sais pas si ça peut... Oui, mais comme vous l'avez exposé sur une des diapos, en hypnose, on va dire que la sophrologie, c'est un état de relaxation, c'est plutôt une relaxation sans suggestion et sans un but bien précis. Et à un moment donné, sur la diapo, il a donné d'exemples des techniques où il va aller en hypnose dans la douleur. Donc, on va dire que la sophrologie, c'est la première étape de l'hypnose. Pour arriver à un état compatible avec l'acceptation de l'inconscient de ses suggestions à lui, il installe un état sophronique, si vous voulez, de la sophrologie, de la relaxation, pour arriver à un état où ses suggestions et son travail après va être effectif. Donc finalement, c'est un but de commun accord entre le praticien. Mais la sophrologie, état sophronique, peut être fait sans aucun but, qui peut d'ailleurs avoir des conséquences bénéfiques sur certains problèmes des patients, car leur inconscient tout seul va se dire « Ah bah tiens, l'autre il me laisse tranquille, si je allais résoudre ce problème-là d'angoisse ou de... » Voilà. Exactement. Oui, par rapport à l'hypnose... ça marche, pardon. Moi, à un moment, j'avais voulu essayer, mais on ne sait pas comment se diriger, parce que, bon, on entend beaucoup de choses là-dessus, qu'il y a beaucoup d'arnaques, bon, effectivement, des hypnotiseurs s'autoproclament hypnotiseurs, etc. Et donc la difficulté, oui, c'est de trouver vraiment ce qui convient, d'autant plus que si c'est un acte médical, il vaut mieux que ce soit quand même
bien ciblé. Ouais. Tout à fait. Alors c'est un acte médical, mais enfin vous pouvez faire de l'hypnose avec effectivement la cellule, enfin comme on disait, de professionnels de santé. Mais la première chose souvent, c'est d'en parler à son médecin traitant. Alors ça c'est un détail, hein, mais on est dans un truc pluridisciplinaire. Et d'ailleurs c'est important que votre médecin il sache. Enfin, après il y a des gens qui veulent pas forcément le communiquer, mais je pense que c'est important. Et médecin traitant, après c'est écouter aussi peut-être autour de vous, poser la question. Le bouche à oreille, c'est vrai que c'est pas anodin, parce que après on peut être très très bien formé en hypnose médicale, mais après le feeling il peut pas forcément passer, donc le bouche à oreille peut avoir son sens. Et puis aussi les centres antidouleurs peuvent avoir des noms à vous proposer. Après, on peut aller un peu plus loin dans les centres. Il y a des écoles qui forment très bien. J'avais mis tout à l'heure, mais comme j'ai pris beaucoup de temps, on ne peut pas parler de tout. Mais il y a des grandes écoles, hein, et puis il y a un professeur Antoine Boyd d'ailleurs. Mais il y a différents noms, et dans ces noms-là, il peut y avoir des annuaires. Donc je pense que ça peut être intéressant d'aller voir. Et pour aller un petit peu plus loin, il y a une agence qui s'appelle l'agence donc MCA, donc c'est l'agence de médecine complémentaire et alternative. C'est quelque chose qui se met en place là pour essayer de mettre une sorte de charte justement sur toutes ces disciplines orientées bien-être qui peuvent sortir du champ médical. Et ça peut être intéressant d'identifier. Et à chaque fois, vous devez trouver la formation, vous trouvez où se sont formés les gens. Enfin voilà, ça peut être des pistes. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci. Ouais. C'était pour préciser aussi pour le MDR, il y a le site EMDR France. Parce que Exactement. pareil, le MDR, je parle pour moi parce que moi j'en fais. Ouais. C'est très efficace à mon niveau. Mais en fait, il faut faire attention, pareil, parce qu'il peut y avoir des arnaques. Comme c'est quelque chose d'un peu... Bon, je ne sais pas si c'est nouveau, mais on en parle beaucoup plus aujourd'hui. Et donc, il y a plein de gens qui surfent un peu sur la vague, donc il faut faire attention. Donc, il faut cliquer, vous allez sur EMDR France. Et là, vous avez un annuaire avec tous les praticiens EMDR en France. Vous pouvez noter votre adresse et après, comme ça dit autour de vous les praticiens qu'il y a. Tout à fait. Si vous voulez, voilà. Puis ça explique ce que c'est que le MDR et tout. Il est bien fait ce site. Donc, voilà, c'était juste une info. Si jamais vous cherchez, faut aller là et pas ailleurs, quoi. Voilà. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'il faut être vigilant. Merci beaucoup. Merci. Bon, merci à Sylvia Morard de nous avoir modéré cette session. Merci aux orateurs. C'était encore une nouvelle façon, puisque le titre du colloque était la douleur autrement. C'était encore une autre façon de l'aborder. Il va y avoir maintenant une pause, qui est aussi une façon d'aborder la douleur autrement. Hein.